Yeah. Nick Cage. The name's Gambit. I don't have a name. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Néo-Béotien. Mathis, comment vas-tu ? Eh bien, je vais très bien, et toi ? Il va très bien aussi, merci. Parfait. Nous sommes le lundi 2 mars, au moment où on enregistre. Nous allons aujourd'hui parler de Marty Suprême, enfin, j'ai envie de dire. Enfin, on en parle depuis le premier épisode. Nous parlerons donc de Marty Suprême de Josh Safdie. Cette fois-ci, j'ai le nom du réalisateur et je me suis pas trompé de frère cette fois-ci. Comme quoi, il y a du taf qui est fait. Ça évolue. Ça évolue. On parlera un peu d'actualité aussi, avec les Césars notamment qui viennent de se passer. Et ensuite, on partira sur le thème du mois qui était Racket, en lien donc avec Marty Suprême. Et on finira par un jeu, évidemment, comme d'habitude. Parfait. Ça te va comme programme ? C'est génial. Et bah top. J'ai hâte. Avant toute chose, je tiens à dire qu'il y a une tension sur ce plateau. Ah ouais ? Bah, il y a une tension parce que Marty Suprême était quand même un film attendu pour ce podcast. Oui, c'est vrai. Moi-même, j'en ai parlé dès le premier épisode. Il se trouve qu'on n'a pas vu le film ensemble. Non, mais on l'a vu le même soir. On l'a vu le même soir. On a failli aller à la même séance. On a failli aller à la même séance sans s'en apercevoir, enfin sans le savoir. Il y a une tension parce que nous avons mangé ensemble, figure-toi, avant d'enregistrer ce podcast, et que nous n'avons échangé quasiment aucun mot sur le film. Ouais, bah oui, c'est vrai, il faut... Nous n'avons pas vu nos notes Letterboxd respectives, parce qu'on les a pas encore mises. Je n'ai aucune idée de ce que tu as pensé du film. Je suppose que tu n'as aucune idée de ce que j'en ai pensé également. Exactement. Je pense que c'est la première fois, parce que pour le coup, Avatar, toi tu savais parce que t'avais vu ma note Letterboxd. Moi, je me doutais quand même que t'allais plutôt apprécier. À quel point, je savais pas trop, mais je me doutais que t'allais apprécier. Oui, et puis quand on s'était retrouvés avant d'enregistrer, ça se sentait que... Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Anaconda, on savait très bien que aucun de nous deux n'allait trouver que c'était un chef-d'œuvre. Comme on savait pas à quel point l'autre trouvait que c'était nul. C'est vrai, il y avait quand même un petit peu cette... Mais c'était un film beaucoup moins attendu quand même, je pense. Oui, c'est sûr. Autant de notre part que de la part de nos chers auditeurs, n'est-ce pas ? C'est ça. Et donc, là, on n'a aucune idée de ce que l'autre a pensé de ce film qui a fait énormément de bruit mondialement. Je pense que c'est... on a quand même parlé d'Avatar. J'allais dire c'est peut-être le plus gros film, mais non, film qui a eu quand même un gros retentissement avec une communication assez agressive quand même, il faut le dire. Ouais, ça je vais en parler un peu. Enfin, on va pouvoir en parler un peu aussi de Avant toute chose, pour briser cette glace, briser cette tension qui est là sur ce plateau, je te propose qu'on fasse un décompte, qu'à la fin, on dise tous les deux en même temps la note qu'on mettra sur Letterboxd, et après on discute. Ok, donc sur 5, hein. Sur 5, ouais, bien sûr. Oui, les notes Letterboxd sont sur 5. Ok. Attends, comment on fait ? Genre 3, 2, 1 et au 0 imaginaire, on dit ? Vas-y. 3, 2, 1, 4. Oh, c'est fort. C'est fort. Bon bah voilà, fin du podcast. Merci à vous d'avoir écouté et à la prochaine. Oui, bon, ça me paraît... Ok, bon bah c'est cool. En vrai, franchement, j'avais aucune idée de ce que t'aurais pu penser du film. Vraiment, j'avais aucune idée. Et c'est vrai que moi, je suis pas non plus forcément fan de Timothée Chalamet. Ouais, c'est pour ça aussi, ouais. Mais là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, donc ça m'a pas du tout dérangé. Enfin voilà, on va pouvoir en discuter. Bien sûr, on va en discuter. On va spoiler, je pense. Oui. Bon, après, il y a pas non plus d'événements à spoiler dans le film. C'est pas un film à licence, c'est pas un truc où tu vas vraiment pour le scénario, je trouve. Ouais. Enfin, c'est une pièce parmi tant d'autres, quoi. Il y a pas de gros rebondissements à spoiler. Mais si jamais vraiment vous ne voulez rien savoir du film, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à aller voir le film et à revenir écouter après, bien sûr. Ouais. Et en plus, moi, je vais avoir envie de parler du dernier plan du film, donc... Ok. Donc on va spoiler, ouais, effectivement. Ok, bah voilà, top. Et moi, je voulais parler de plans qui sont dans le combat final, entre guillemets, donc en effet, on va spoiler. Allons-y. Qu'as-tu pensé, du coup, de Marty Suprême ? Bah écoute, moi je trouve que c'est un personnage. Je trouve que c'est un film assez intéressant avec un personnage qui est un peu exécrable mais que j'ai bien aimé. Enfin, le personnage ou le film ? Ouais, les deux. Okay. Je parlais du personnage, mais j'ai bien aimé les deux. Ouais, c'est assez prenant. C'est hyper rythmé, très stimulant. Enfin, tu t'ennuies vraiment pas. Ouais. Alors je me souviens plus de combien de temps dure le film. Un peu plus de 2 heures. 2h30, je crois. 2h30, ouais, c'est ça. Et franchement, tu les sens passer. Enfin, tu sens que le film est long, mais tu sens pas de longueur dans le film. Moi, j'ai vraiment pas senti passer pour le coup. Ouais, bah moi, tu sais que tu regardes un film qui est long, mais, ouais, c'est ça, mais... tu te dis pas genre ah putain ce passage il est long, etc. Ouais, ça passe hyper bien, c'est très divertissant, c'est très très bien rythmé. Je trouve que c'est le point fort vraiment le gros point fort du film, même si il y a plein d'autres points forts. Déjà esthétiquement, c'est hyper beau, Chalamet joue très bien, voilà. Mm-hmm. Mais moi, je trouve que le gros point fort du film, c'est le rythme.
Et ouais, j'ai été pris du début à la fin. Ça m'a pas quitté. J'ai pas eu envie de regarder ma montre ou quoi que ce soit. Enfin, j'étais vraiment emballé. Et je suis assez d'accord là-dessus. Tu dis que t'as jamais regardé ta montre. C'est marrant parce que moi, je regarde souvent l'heure quand même pendant les films. Même quand c'est un film que j'aime beaucoup. Mais juste pour me rendre compte de est-ce que c'est passé vite ou pas. Et ouais, là, je pense que j'ai pas regardé mon tel avant au moins 1h30, 1h45 de film. Ce qui est très très rare, quoi, tu vois. Mais vraiment parce que oui, le rythme est effréné, quoi. Ça s'arrête jamais, il se passe toujours des choses. Ce qui peut être vu, je pense, par certains comme un défaut, mais je trouve que ça va avec le personnage, ça va avec son ambition, j'ai envie de dire. Et que c'est très bien fait, quoi, en plus. Enfin, et vraiment, niveau dialogue, t'as un vrai ping-pong. Niveau dialogue, t'as des trucs qui se répètent un peu tout carrément. Le temps, etc. Et ouais, niveau rythme, moi, ça aide à ne pas voir le temps passer. Mais et encore une fois, je peux comprendre que pour certains, ce soit peut-être un peu trop stimulant. Je sais qu'en tout cas, ma copine, par exemple, est sortie du film en étant un peu, un peu fatiguée, tu vois, limite. Ouais. Ah ben alors, je suis assez d'accord dans le sens où, ouais, c'est un peu fatigant quand même. Enfin, ça te demande beaucoup de... Ouais, le film fatigue un peu, je trouve. Mais après, je pense que c'est volontaire aussi. Ouais, mais je trouve pas que ce soit fatigant dans le mauvais sens du terme. Genre, t'en sors, t'es lessivé, c'est ça t'a saoulé, tu vois. mot, ouais. Mais c'est... En fait, c'est tellement stimulant que, ouais, ça te demande quand même... un peu de, je sais pas, de concentration et t'as pas envie non plus de perdre le fil du truc. Ouais. Et c'est tellement surchargé quand même, que ce soit les plans, le son, même le faciès de Chalamet, tout est surchargé en permanence. Ouais. Et du coup, c'est vrai que le film te fatigue, mais pas, je trouve pas négativement. Non, je suis d'accord. Puis surtout, je pense que c'est une vraie volonté, parce que t'assistes vraiment à une sorte de course contre le temps, en fait, du mec qui doit absolument récupérer une certaine somme d'argent pour réaliser ses rêves, tout simplement. Enfin, pour partir à son tournoi, là. Et oui, c'est assez lessivant. Ça aide aussi qu'il y ait... de mémoire, il n'y a qu'une seule intrigue. T'as pas de sous-intrigue dans le film. T'as vraiment juste son parcours à lui tout le long. Enfin, tu ne suis que lui, en fait. Oui, tu suis que lui. Après, il y a des sous-intrigues dans mais ça le concerne toujours lui, quoi, je veux dire. Oui, bien sûr. De mémoire. Enfin, après, t'as un petit truc parallèle à un moment quand sa meuf doit rendre le chien et tout, mais je veux dire, enfin, globalement, tu suis l'histoire de Marty et c'est tout, quoi. Ouais. Oui, et encore, ça, c'est sur une scène, parce que la scène d'avant, il cherche le chien avec elle, et la scène d'après, tout à fait. le chien revient dans dans l'histoire de Marty. Donc, au final, oui, c'est pas... Ouais. Non, c'est vraiment niveau rythme, j'ai rien à dire, franchement, j'ai pas vu le temps passer, j'ai vraiment passé un bon moment. Niveau acting, j'ai trouvé ça assez fou aussi, à tous les niveaux, pour tous les personnages, ce qui est assez fou parce que j'ai découvert après que beaucoup ne sont pas acteurs de formation. Alors déjà, j'ai été très surpris de voir Tyler, the Creator dans le film. Mais j'ai même pas fait gaffe. Bah, c'est son pote... je sais même pas comment il s'appelle dans le film. Ok, et tu sais quoi, parce que pourtant j'ai déjà vu la tête de ce mec, mais... Et moi j'y ai pas cru au début, je me suis dit, il ressemble beaucoup quand même, donc je me suis dit, ça doit être lui, tu vois. Carrément, ouais. Et oui, c'est Tyler, the Creator, qui joue dans le film. Et je l'avais pas reconnu, moi, qui joue plutôt bien en plus. Enfin, vraiment, le mec joue bien, ça marche bien. Pareil, il y a Abel Ferrara, qui joue dans le film, qui est pas spécialement acteur non plus à la base. Le mec qui joue Rockwell, là, l'acteur s'appelle Kevin O'Leary, et c'est pas du tout un acteur non plus de base. C'est un mec qui est politique au Canada, de ce que j'ai compris. Politique, un peu horrible, enfin un peu entrepreneur dans ces bails là, tu vois, un peu genre qui veut être mon associé mais version canadienne, quoi, tu vois. Marrant. Et politique, un peu conservateur et tout machin, tu vois. Enfin vraiment, il colle très bien au personnage, quoi, tu vois, à ce niveau là. Mais tout le monde joue bien, quoi, et c'est assez fou. Et surtout, c'est un film où t'as beaucoup d'acteurs à gueule, quoi, je trouve, tu vois. Avec des têtes que tu vois pas tous les jours. Bon, il y a du maquillage aussi dans le lot, je pense. Typiquement, Timothée Chalamet, il a été un peu enlaidi. Grimé. J'ai fait les guillemets avec mes mains. Enlaidi parce que ils lui ont mis des boutons d'acné, des cicatrices, etc. Un monosourcil, ouais, tout à fait. À tel point, je sais pas si t'as vu cette anecdote, il paraît que Gwyneth Paltrow a donné des conseils à Timothée Chalamet sur le tournage pour sa skincare. Ok, non, je savais pas vu. Tellement apparemment c'était bien fait. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai vu passer ça, je trouvais ça marrant. Pas mal. Donc bon, il est pas vraiment moche parce que bon, ça reste Timothée Chalamet, il reste beau gosse, tu vois. Mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté d'avoir des visages un peu réels, je trouve, entre guillemets, et pas d'avoir des mannequins dans tous les plans, qui rend le truc vraiment, vraiment agréable à regarder, je trouve.
Oui, ça fait beaucoup plus concret, quoi. Enfin, t'es beaucoup plus plongé dans le monde du tennis de table que dans le monde d'Hollywood, quoi. C'est ça, ça ouais. se ressent, donc c'est ça, ouais. Puis tu as vraiment cet aspect New York des années 50, un peu crade. Ouais. J'en avais parlé dans l'épisode d'avant, mais j'adore, moi, les films qui se passent à New York, peu importe comment c'est montré, peu importe l'époque, peu importe ce qui s'y passe. Et j'aime beaucoup, justement, ce genre de film où la ville est... Tu sais, t'as jamais de gros plans sur New York, etc. C'est vraiment très crade, très oppressant, tu vois, très suintant un peu tout le temps, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça très cool, ouais, comme ambiance. Ouais, je suis assez d'accord. Et une ambiance un peu limite film noir, un peu, je sais pas comment dire, tu vois, mais ce truc un peu crade, quoi. Un peu crade, ouais. Ouais, tu parlais justement des acteurs qui jouent tous hyper bien et tout. Ça, je suis assez d'accord. Mais par contre, je trouve les personnages secondaires assez peu riches. Enfin, je trouve que le film, je sais pas s'il les développe pas assez, mais en tout cas, qui sont assez monodimensionnels. Ouais, dire, exactement, ouais. Je trouve que c'est un peu un des points peut-être négatifs du film, c'est que après tu suis tellement le personnage de Marty que effectivement. Mais tu vois, même les personnages féminins sont pas riches, pas très intéressants. Enfin voilà, même en fait tous les personnages secondaires, t'aimerais bien avoir 2-3 petits trucs en plus, un peu plus de substance sur eux. Oui, c'est sûr que ça aide de bien jouer le fait que les personnages soient relativement peu nuancés quand même en général. Ouais. Après, je me dis c'est peut-être aussi que tu vois les personnages du point de vue de Marty, tu vois. Et que lui étant un peu un connard, tu vois, je pense qu'il... Ouais, il s'en fout en fait. Il y a un peu ce truc, il s'en fout et il les résume à ce à quoi ils servent dans son histoire à lui, tu vois ce que je veux dire. Oui, non mais oui. Je sais pas si c'est voulu comme ça, quoi, mais dans cet aspect-là, ça m'a moins dérangé, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que le personnage de Marty, il est immonde, quoi. Il est exécrable au possible. Merde, et en même temps, tu... T'as un peu envie de le voir réussir quand même. Ouais, c'est ça, en fait. C'est tellement... En fait, le mec est un confini, mais il l'assume tellement. Il est tellement en mode... Non, mais en fait, moi, j'ai... Oui, il essaie pas de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ah, mais c'est ça. J'ai un objectif, je vais piétiner tout ce qui se trouve sur mon passage pour y arriver, et j'en ai rien à foutre, quoi. Ouais. Et c'est ça... Pendant 2h30, il n'y a pas un moment de remise en question, c'est vraiment du tout droit. Et je trouve que d'être allé dans le jusqu'au boutisme avec ce personnage, ça m'a plu, je trouve. Ouais. J'allais dire un truc, je ne sais plus. Enchaîne, ouais, moi je peux peut-être rebondir sur autre chose, qui a un peu rien à voir, mais je trouve que c'est bien branlé du point de vue sportif, tu vois. Ah ouais Après, je suis pas. Est-ce que tu dirais que c'est un film de sport ? Ah ouais, je trouve que c'est pour moi c'est un film de sport, ouais, carrément. Ok. Carrément, c'est... ouais, après, moi, je trouve que parfois, il y a des films où il n'y a pas de sport dedans qui ont la vibe d'un film de sport. Tu vois. Ce que tu veux dire. Là, j'ai pas d'exemple, mais... Ouais, non, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais oui, là, c'est... Après, c'est pas un... C'est pas... Ouais, si. Enfin, c'est pas un rookie, tu vois. C'est pas aussi central. La performance n'est pas aussi centrale dans le film. Mais surtout qu'ils prennent l'angle un peu différemment, dans le sens où l'enjeu c'est plus de pouvoir participer que de gagner en fait. Oui. Dans le film. Donc c'est un peu différent, mais oui, pour moi c'est carrément un film de sport et c'est un plutôt bon film de sport. Ouais, bien sûr, carrément. Je trouve pas que ce soit un chef-d'œuvre de film de sport, mais c'est un plutôt bon film de sport. Ouais. Je dis ça parce que j'ai été relativement surpris du peu de ping-pong que t'as globalement dans le film. Parce que ça commence avec beaucoup de ping-pong pour le coup. Où t'es au tournoi en Angleterre, je crois, au Royaume-Uni. Ouais. Et là, ça t'enchaîne les matchs, t'enchaînes les trucs comme ça, etc. Ça parle même... il parle de ses balles avant, ça parle des raquettes, machin et tout. Et après, au final, ça s'arrête, mais c'est vrai que t'as toujours l'aspect... t'as toujours le ping-pong en arrière-plan, parce que c'est l'objectif du personnage, quoi. Et ça, ouais, c'est assez cool aussi. Et après, t'as pas mal de ping-pong à la fin aussi, évidemment. Ouais. Et du coup, moi, j'ai vu un truc, honnêtement, je me trompe peut-être, mais moi, j'ai rien relevé de chelou, parce que moi, dans les films de sport, en général, ça m'énerve quand il y a un truc de règle qui est pas respecté dans le film, tu vois. Ok. Par exemple. J'en sais rien, mais par exemple, dans un film de tennis, le mec annonce 40A et l'acteur il sert du mauvais côté du terrain. Ça me fait péter les plombs, tu vois. C'est vraiment enculé. Et là, j'ai pas. Alors, je suis pas pongiste. Le puriste de merde. Je te jure. Non, mais c'est un peu agaçant, tu vois. Ou même, tu regardes un truc de foot et le mec fait une dinguerie et genre c'est pas sifflé ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, il peut y avoir tout et n'importe quoi, mais quand il y a un truc de règle basique qui n'est pas respecté, ça me fait vriller. Ouais. Et mais dans les films de catch aussi, tu vois, dans The Iron Claw, j'avais trouvé ça super que toutes les prises, tout est très concret, tout est hyper bien réussi. Après, ils avaient pris un conseiller, on va dire, Chavo Guerrero, un consultant, ouais.
Pareil, tu vois, dans le jeu de la dame, Oui, ouais. il y avait Kasparov qui était venu en consultant aussi. Je sais pas s'il y a eu un consultant dans Marty Je crois que Supreme. si, justement. Je crois qu'il Quelqu'un de connu de connu, je sais pas, mais. Parce que oui, c'est sûr que ce soit entouré de gens. Je me demande si Timothée Chalamet s'est pas entraîné vraiment avec un mec un Ouais. ancien champion, tu vois. Après, pour le film en lui-même, ouais, je pense quand même qu'ils ont fait appel à des gens, tu vois. Ouais, maintenant ça se fait beaucoup plus qu'avant. Je pense quand même. Mais ça, Surtout c'est que pareil. là, c'est du Mick-Pong de l'époque en plus, tu vois. Ouais. Donc, c'est quand même assez différent, quoi. Mais du coup, pareil, dans les trucs d'échecs, tu vois, bah, le jeu de la dame, c'est parfait parce que tout est réfléchi. Mais des fois, tu vois, dans un film, les mecs jouent aux échecs, ils font n'importe quoi, tu vois, ça Ouais. fait péter les plombs, genre. Ou alors, entre deux plans, c'est pas la même position, tu vois, alors qu'ils ont pas joué. Enfin, tu vois, que des trucs, bon. Bref, et du coup, dans Marty Suprême, moi, j'ai trouvé que, après, sans être expert du tout, Bien sûr. d'ailleurs, dites-nous s'il y a des pongistes, S'il y a des pongistes qui nous écoutent, qui ont pété les plombs sur un plan. Moi, j'ai vu un truc à un moment, mais je suis pas sûr du tout. J'avais l'impression que c'était, t'as un plan, bah, quand ils font le tournoi au début, là, t'as un plan qui montre genre le score avec, t'as une petite flèche qui indique service Marty. Ouais. Et en fait, c'est l'autre mec qui sert. Et là, je me suis dit, mais j'étais pas sûr parce que le plan dure une fraction de seconde. Bon, et je me il l'a suis pas dit, remarqué, je t'avoue. Mais... j'ai peut-être pas fait. Mais c'est le seul truc que j'ai pu relever et ça m'a pas dérangé, tu vois. Donc. Ok. Et je trouve que la gestuelle de Chalamet, elle fonctionne hyper bien. Alors, à mon avis, parce qu'il y a certains points, ils ont dû. Alors, des doublures, tu penses? Non, mais alors ça, je suis pas sûr. Mais en tout cas, traquer la balle, tu vois. Enfin, à mon avis, bah, il y a des points gros. Oui, c'est vrai. Des trucs, c'est des dingueries. Alors, si Chalamet, si tous les points ont été faits live. Ouais. Et qu'il y a aucun trucage de la balle, etc., c'est vraiment une dinguerie. Parce qu'il y a certains points qui sont mais lunaires. C'est comme je pense notamment au début, peut-être là, quand il joue contre son pote. Ouais, déjà, bon, ça c'est sûr, mais. Hongrois, je crois, ouais. Ça c'est sûr, parce qu'à la fin, les mecs courent dans tous les sens. Ouais, c'est possible. Puis de toute façon, il y a des coupes. Donc, oui, forcément triche, ouais. Mais, le cinéma, c'est de la triche après. Hein. Mais à la fin, t'as des points de dingue. Et c'est pas possible. Enfin, moi, ça me paraît. S'il a fait ça live, c'est dingue. Fort. Ouais. Mais en tout cas. Même s'il y a eu trucage, c'est hyper bien fait. Je trouve que tu te rends pas compte du tout. C'est hyper fluide. Ça fonctionne trop bien. Dans Challengers, ils avaient fait ça aussi. Je trouve que ça se ressentait un peu. Donc Challengers, film sur du tennis avec Zendaya, qui est réalisé par Luca Guadagnino, qui est je n'ai pas vu, super film. Je vous conseille. C'est un très très grand film de sport, je trouve. Et dans Challengers, justement, bon déjà... Zendaya, je trouve que ça se ressentait beaucoup plus qu'elle n'était pas tennis woman pro, tu vois. Ouais. Que là, Chalamet, en vrai, après, c'est plus facile à tricher, je pense, parce que t'as le niveau déplacement, etc. C'est pas un vrai sport, c'est ça que tu veux dire? Non, mais niveau déplacement, etc., je pense que ça se ressent peut-être un peu moins. Que, en fait, à courir des longues distances, c'est là où je trouvais que Zendaya, c'était un peu limite. C'est que, tu vois, sur des rallyes comme ça, comme les points qu'il y avait dans Challengers, je sais pas, je trouvais que ça ressemblait pas à une joueuse de tennis pro, tu vois, ces déplacements. Ouais, je pense aussi qu'il y a... Mais bon, après, c'est des films, bien sûr. J'en demandais pas tant à Zendaya non plus, tu vois. J'ai adoré le film. Je pense aussi que les gens se figurent plus ce qu'est un tennisman ou une tenniswoman actuelle et comment il se déplace, plutôt qu'un pongiste des années 50, tu vois. En vrai, oui, c'est ça aussi. J'ai jamais vu d'image de tennis de table des années 50 avant ce film, tu vois, où t'as quelques images d'archives, donc je me dis pas que ça devrait ressembler à ci ou à ça. Et là, en vrai, il joue comme je m'imagine un pongiste jouer maintenant, tu vois, au final. Donc, ouais, non, franchement, ça fonctionne hyper bien. Ça fonctionne bien, ouais. Mais justement, ce truc de trucage de la balle, tu le ressentais un peu dans Challengers. Moi, ça m'a pas non plus dérangé, mais je trouve que tu le ressentais un peu plus. Après, Guadagnino, il prenait des angles de vue complètement loufoques. Bah, t'avais un plan là, enfin, c'est le seul plan que j'ai vu du film où qui était la balle en fait. Qui était la balle, ouais. Je me demande si dans le Marty Supreme, t'as pas un plan comme ça au début à un moment. Ah non, j'ai pas trouvé. Je me demande, est-ce que. Alors, sur la première scène, quand tu passes sur les spermatozoïdes, là, t'arrives à l'ovule, est-ce que, je me rappelle plus si l'ovule devient pas une balle de ping-pong et que tu suis la balle comme ça? Ah ouais, du coup, t'es pas vraiment tu suis la balle, tu suis la balle, c'est pas pareil encore. Mais t'es genre en tracking de la balle, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça qui m'y avait fait penser, mais du coup, c'est pas exactement pareil. Tout à fait, t'as raison. Mais d'ailleurs, je pense que voilà, au niveau tennis de table, on a fait le tour. Ouais, complètement. Mais du coup, revenons sur le générique. Trop bien. Moi, je voulais en parler dans un aspect plus global, c'est l'humour du film. Ouais. Je trouve que l'humour est très marrant. Et je m'attendais pas à ce que le film soit limite si absurde, des fois, tu vois. T'as vraiment des blagues que tu vois pas venir, enfin, limite slapstick, tu vois, des fois, genre, un moment où il tombe de la baignoire, là, c'est hyper loufoque, tu vois. Ça n'a aucun sens. Et le générique, bah oui, tu t'attends pas à voir ce plan-là. Mais je trouve que ça aide vachement aussi à
avoir envie de suivre le personnage de Marty qui est exécrable, bah, c'est que justement en fait tous les personnages sont tellement loufoques, chelous et désagréables aussi, tu vois. Enfin, ah oui, tout le monde est désagréable. Tout le monde est chelou en fait. Oui, clairement. Et du coup, ça aide vachement aussi à te donner envie de suivre ce mec. Et du coup, ça rejoint l'humour absurde, complètement loufoque. Ouais, complètement. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes hyper drôles. Hein, Et les dialogues sont très bien écrits, ils sont très marrants des fois, je trouve. Ouais. T'as tout le moment au début où il braque son collègue de travail là, pour récupérer son salaire. T'as tout un dialogue vraiment hyper absurde où il dit « Je braque une arme sur toi ». Il lui explique vraiment ce qui se passe et j'ai trouvé ça très marrant. Ouais, ça fonctionne bien. Et en fait, l'énergie du film fait que tout ça fonctionne dans cet univers et tu te dis pas... Enfin, en fait, c'est très absurde, mais à aucun moment tu te dis que ça t'éloigne un peu de l'histoire, parce que des fois tu vas avoir des gros traits d'humour dans des films et en fait c'est tellement appuyé, ça correspond pas assez à l'univers, du coup t'es un peu tu ressors un peu du film, tu te prends la vanne et après il faut te remettre dedans, que là je trouve que tout l'univers est tellement un peu gaguesque que ça fonctionne bien. Ouais, je comprends. Et voilà. Et du coup, moi, le générique, j'ai trouvé ça. Enfin, moi, j'adore les films à générique en général. Moi aussi. Je trouve que ça se perd trop. Ouais, carrément. Ça fait du bien d'en revoir un peu. Et j'adore Forever Young en plus, c'est une de mes chansons préférées. Donc aussi, ça fait très plaisir. Ouais. Et c'était assez drôle, franchement. J'ai bien kiffé. Puis c'était original, quoi. C'était cool. Complètement. Après, peut-être, parler de la com ou je sais pas. Ah non, moi, attends, juste avant. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai bien aimé sur Chalamet. Il y a quelques refs, je trouve, dont le dernier plan du film et le moment dans le champ qui font un peu écho au ciné de Chalamet. Et j'aime bien quand les réals font ça. Alors après, c'est peut-être juste moi qui... Va falloir m'expliquer, mais c'est peut-être juste moi qui projette des trucs qui n'existent pas et qui sont pas du tout dans la pensée des réals. Vas-y, je t'écoute. Mais je trouve qu'il utilise bien la persona de Chalamet dans le sens où quand ils sont dans la voiture qui se barrent du mec qui vient de leur tirer dessus, ils traversent un champ de maïs et moi ça m'a fait penser à Interstellar, mais direct quoi. Ah ouais. Et Chalamet dans la bagnole avec McConaughey. Oui, bien sûr, et c'est pas lui qui conduit, et il est en spectateur de ça, et c'est effréné, etc. Et je sais pas, moi je trouve, je sais pas s'il y a un clin d'œil, mais en tout cas ça me paraît un peu gros quand même, mais donc ça j'ai bien aimé. Enfin, c'est des petits trucs à la con. Et à la fin, c'est moi, je trouve que ça se reproche carrément. Enfin, je trouve que c'est un peu un contre-pied de la fin de Call Me By Your Name, où je sais pas si t'as vu Call Me By Your Name. Bon t'as un plan de Chalamet qui pleure à la fin. Je te dis pas pourquoi. Mais et du coup là, Marty Suprême, t'as un plan de Chalamet qui pleure à la fin. Et c'est vraiment un peu le même genre de plan. Et je trouve que d'ailleurs que c'est ses deux meilleurs rôles en vrai. Voilà, je pose ça là. J'ai pas vu Wonka. Je l'ai pas vu non plus. Mais je pense pas que ce soit le pas non, que ce soit au niveau. Après, on peut se tromper. On peut se tromper. Mais voilà, donc j'aime bien ces petits détails posés là. Alors je sais pas si c'est conscient, si c'est fait exprès ou si ça arrive comme ça et voilà. Mais en tout cas j'aime bien. Voilà. Ok. Et sympa. Dernier plan que j'ai beaucoup aimé moi d'ailleurs. Ouais, moi je m'y attendais pas en vrai, ça m'a surpris. Je m'attendais pas à le voir chialer. Je sais pas quoi en penser justement. Ah ouais. En fait je sais pas si. Tu penses que ça rend le personnage trop attachant peut-être. Moi j'ai l'impression qu'il y a un contre-pied avec le bébé genre. Je suis pas sûr, mais moi, quand j'ai vu le gamin, je me suis dit, putain, il ressemble vachement à l'ex de la meuf, genre. Ah, j'ai pas fait gaffe, j'avoue. Il a un peu une grosse tête et tout, enfin... Je me suis dit, il ressemble pas du tout à un bébé Chalamet, tu vois. Ouais. Oui, ça, limite, ouais. Et... T'aurais préféré qu'il le fasse en effets spéciaux. Comme dans... Tu vois, la tête avec dans un Avatar. sourcil et... Ouais, comme Ewa. Comme Ewa. Non, mais... Ouais, je sais pas... Non, mais en tout cas, je sais pas. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a pas un contre-pied là-dessus ? Est-ce que genre le film se fout de la gueule de son perso en mode mais c'est pas son gosse et il le sait pas, ou enfin j'en sais rien, tu vois. Non, moi je l'ai pas pris comme ça en vrai. Je sais pas. Moi je sais pas comment je l'ai pris. En tout cas, je me suis posé la question, mais je sais toujours pas quoi choisir. Parce que moi j'ai vu beaucoup de gens se foutre un peu de la gueule du dernier plan, et de la gueule du bébé notamment et tout, parce qu'il fait une tête un peu de 6 pieds de long, quoi, tu vois. Mais ouais, mais justement, je trouve qu'il y ressemble. Mais je pense que c'est, je sais pas, je me dis c'est fait exprès. Je sais pas. Moi je l'ai pas pris comme ça. Je me suis juste dit c'est le père et le fils qui se regardent, tu vois. Et il est content de voir son gosse, tu vois. J'ai pas cherché plus loin, j'avoue. Peut-être que je me trompe, hein, mais... Ouais, je sais pas. En tout cas, de toute façon, c'est pas assez explicite pour que ce soit... Ouais, bien sûr. Après, moi, j'avais une réserve un peu sur ce plan, c'est comme je disais, je pense que peut-être que ça rend le personnage un peu trop attachant, et ça dessert peut-être le film plus qu'autre chose, tu vois. Ouais, mais du coup... Mais en vrai, j'aime bien quand même, tu vois. Ouais. Mais du coup, si le dernier plan se moque un peu de son perso, dans le sens où, en fait, c'est même pas son gosse, il s'est fait avoir et tout, tu vois...
À la limite, c'est un peu marrant. Oui, aussi. c'est un peu ironique. En fait, les quoi, deux du coup. fonctionnent. Hein. Ce serait hyper cynique quand même. Ouais, carrément. Ouais. Franchement, C'est pour ça que je me pose la question s'ils sont allés jusque là ou pas. En fait, je trouve que ça va pas avec toute la fin du film, parce que toute la fin, c'est quand même une grosse réhabilitation du personnage, quoi, tu vois. Ouais, mais justement, peut-être qu'ils ont envie de prendre ce contre-pied, tu vois, à la fin. Je sais pas, en vrai. Faudrait demander à. Ça me déplairait Josh. pour le coup, tu vois. Ouais, Que ce soit ça, je sais pas. Parce que moi, j'aime bien son dénouement à la fin, quand il en a plus rien à foutre, qui sait qu'il fera pas le tournoi et qui, du coup, décide de provoquer l'autre en duel, là, dans le combat final, hein, ni plus ni moins. J'ai bien aimé ce moment où vraiment il se cache plus derrière des excuses, il se cache plus de rien. Parce que tu sais, au tout début, il dit les balles blanches sur blanc, on voit rien. Alors que là, il joue avec des balles blanches sur blanc, et il n'a rien à foutre, parce qu'il se cache plus derrière rien, il veut juste jouer au ping-pong et gagner pour satisfaire son ego. Et c'est ça sa victoire au final, c'est satisfaire son ego, tu vois. Et même sur la raquette, il dit plus rien. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Mais ouais. Mais du coup, de rendre le personnage aussi attachant sur la fin, j'ai un peu peur que le film soit récupéré par les... Bah ouais, c'est ça. Par des merdes, quoi, tu vois. Bah, du coup, ça fait vraiment genre le perso immonde au possible, toxique comme jamais. Ouais, c'est ça. Qui, au final, qui est repenti par ce gamin, tu vois. Au final, il est repenti, mais tu vois, il paye quand même ses erreurs, je trouve. En participant pas au tournoi, notamment, tu vois. Ouais. T'as quand même ce truc où il a fait de la merde et c'est tout, tu vois. Genre, et limite, là, c'est un peu injuste quelque part, mais en même temps, avec tout ce qu'il a fait comme crasse. Ah oui, c'est un mérité, peu logique, en vrai, même. Mais après, je pense pas que les incels de merde soient hyper intelligents. Ouais, c'est ça, en fait. Parce qu'il y a quand même des gens qui arrivent à dire que Loup de Wall Street, c'est un film sur la réussite et sur le succès, tu vois. Mais c'est comme les gens qui trouvent que Scarface c'est incroyable parce que ça montre un mec qui s'est fait tout seul et tout, mais qui voit pas la fin des films, quoi, tu vois. Et j'ai un peu peur en vrai que ça fasse pareil avec ce film-là, c'est ma crainte, tu vois. Surtout que en vrai le film se donne une image. On a dit que c'est un peu crade et tout, mais c'est crade pour un film hollywoodien. Dans les faits, ça reste quand même relativement consensuel, je trouve, carrément, dans l'ensemble. Donc ça reste un truc qui sera axé au grand public et j'ai un peu peur de la récupération qu'il peut y avoir derrière ça. Ouais. C'est un peu ma crainte. Bah après, en soi, si, c'est un peu de la faute du film. Mais moi, j'ai apprécié le film quand même. Et peut-être de la promo aussi, quoi, qui érige son personnage comme un truc très cool et tout. Tu vois, j'ai l'impression. Enfin, tu vois, ça. Même moi, ça, j'y ai pensé après coup, tu vois. Je me suis pas posé la question en regardant le film, mais ce côté de... tu sais, Chalamet, il a beaucoup dit, là, il était passé, je sais plus si c'était sur Quotidien, enfin en France, il est passé sur plusieurs... Enfin, il a fait plusieurs interviews, et il disait justement que lui, il avait la dalle, etc., tu vois. Ouais. Et je me disais, ouais, c'est pour promouvoir un peu aussi le film, parce que ça sentait que c'était un perso qui... Enfin, tu vois la bande-annonce, tu sens que c'est un perso qui est comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, s'il vend le truc comme ça aussi, tu vois, je trouve que marketingment parlant, il y a peut-être aussi un truc un peu chelou de vendre ce personnage comme ça à la cool, tu vois. Ah oui. De toute façon, la promo est un peu étrange quand tu regardes le film. D'avoir autant basé le truc sur les balles oranges, etc. Après, ça va... Ouais, ça, c'est un peu marrant, à la limite. Oui, mais c'est parce que c'est vraiment ça a un rôle même pas tertiaire dans le film, tu vois. Tu les vois 2 minutes, quoi. Mais après, ça peut aller dans le fait que dans cet aspect du personnage qui réfléchit de façon assez superficielle, qui cherche des excuses et qui au final à la fin s'affranchit de tout ça pour juste pratiquer sa passion et réussir ce qu'il voulait faire depuis le début, à savoir battre le japonais, quoi, tu vois. Mais oui, après la promo, moi, d'un côté, je la trouvais trop agressive et vraiment, comment dire, surcotée, parce que tout le monde disait c'est du jamais vu et tout machin, faut se calmer un peu, tu vois. Mais d'un autre côté, je pense que ça a donné envie à tellement de gens d'y aller et je me dis c'est cool, quoi, si ça peut ramener des gens en salle, quoi, tout simplement. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Et franchement, je trouve que la promo était assez réussie et c'était... En fait, je trouve que c'était too much, mais je trouve que ça ne dessert pas forcément le film, à part si ça t'a donné une idée du film et que tu vas le voir et c'est pas à quoi tu t'attendais, tu vois. Ouais. Ça peut être juste ça. Mais en tout cas, ça n'a pas desservi le film dans le sens où là, récemment, il y a un autre film qui est sorti en France qui s'appelle Gourou, avec Pierre Ninet. Tout à fait. Et là, je trouve que le marketing du film, moi, m'a tué ma séance, tu vois. Ah ouais. D'avoir vu Pierre Ninet pendant 3 semaines, 1 mois, à me casser les pieds sur toutes les vidéos YouTube, toutes les chaînes de télé possibles, et de voir un coach qui fait exactement la même chose dans le film, ça m'a sorti du truc, parce que il voulait faire un truc tellement réel et concret dans le film, d'un personnage ancré dans notre époque, etc., avec des plans de TPMP, je crois que c'est RMC ou France Inter, etc. Ouais. Et
Et en fait, d'avoir entendu et re-entendu et la surenchère de Pierre Ninet avant le film, en fait, moi j'avais l'impression de voir Pierre Ninet en boucle dans le film, comme il était 2 semaines avant quand je l'ai vu, je sais plus où. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et je trouve que ça ne dessert pas le film Marty Suprême. Okay. Je trouve. Donc, tant mieux du coup. Je fais un parallèle parce que les films sont sortis en même temps, quasiment. Mais, carrément. Mais du coup, même s'il y a une énorme promo, je trouve que si ça peut donner envie à des gens d'aller au ciné, c'est toujours cool. Après, effectivement, la récupération, de toute façon, en vérité, après, de toute façon, les cons, ils trouveront toujours un moyen de trouver leur personnage cool. C'est clair. Enfin voilà, tu demandes à je sais pas quel fasciste ou nazi s'il aime bien Star Wars, et il va dire mais oui putain c'est génial. Il comprend pas que l'Empire. Ouais, bien sûr. Bah oui, tu vois. En fait, tu vas jamais faire attention. Oui, c'est ça. Ouais. Mais pareil de tous les spectres politiques. En fait, tu vois dans les films ce que t'as envie de voir aussi. Tu vois. Ouais, bien sûr. C'est vrai. Donc. C'est qu'il y a des gens que quand ils regardent Avatar, ils sont pour les humains. Bah oui, logique, gros. T'es un dingue ou quoi? T'es pas un homme bleu quand même. Bref. J'avais noté juste un truc en plus que je trouvais cool. Le film fait pas mal d'allusions à la Seconde Guerre mondiale, quand même. Ouais. Le personnage est juif, c'est dit, et c'est un élément quand même assez important du film, je trouve. Ouais, et je trouve qu'ils s'en sortent. Enfin, ils font plein de vannes qui fonctionnent hyper bien autour de ça, je trouve. Et ça parle d'Auschwitz, ça parle de choses comme ça. Et du coup, à la fin, t'as quand même ce truc entre un juif et un japonais qui s'affrontent, quoi, tu vois. Et j'ai trouvé ça cool de voir un juif et un japonais justement reprendre le contrôle, tu vois, après qu'un blanc ait essayé de les monter entre eux, tu vois ce que je veux dire. Il y a un peu ce truc, je sais pas si c'est volontaire ou pas, tu vois, mais je trouvais ça sympa comme truc, tu vois. Non, oui, c'est vrai, ça fonctionne bien. Après, oui, voilà, c'est très... j'ai vu des gens dire que le film était sioniste. Alors... un personnage juif ne suffit pas à faire un film sioniste. Non, mais après, comme je t'ai dit, tu trouves toujours c'est ça, ouais. Moulin. Mais oui, non, j'ai trouvé ça vraiment. Je trouvais que j'ai vraiment passé un bon moment devant le film. Franchement, il y a des défauts. Hein, je pense que tout le monde n'y trouvera pas son compte. C'est pas un film qui est pour tout le monde non plus, je pense. Mais j'ai trouvé ça très bien. Ouais. Et moi, ça restera, je pense, cette année un des films au niveau du rythme et du montage qui m'a marqué, je pense. Donc, je pense aussi, ouais. Moi, c'est un film dont tu te souviens de toute façon, je pense. Ouais. Et qui nécessite d'être digéré aussi, je pense. Typiquement, on a vu le film il y a 1 semaine et demie. Ouais. On devait enregistrer le podcast lundi dernier, normalement, qu'on n'a pas pu faire parce que j'ai eu une intoxication alimentaire. Mais typiquement, on aurait fait le podcast genre 3 jours après l'avoir vu, et je sais pas si j'aurais eu le même recul que maintenant, tu vois. Ouais, je sais pas non plus, voilà, Parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Ouais. Non, mais oui, c'est un film qui est quand même très dense. Et voilà. Ouais, je crois que j'ai préféré quand même Marty Suprême à Smashing Machine de Benny Safdie. Ok, j'ai pas vu Smashing Machine, mais... pourtant, dans Smashing Machine, il y avait il y avait The Rock, déjà. Ouais. Et il y avait une des meilleures scènes, je trouve, de l'année dernière, quand il est à l'hôpital. Ok. Qui dit... qu'il ose pas dire à son pote qu'il se dope. Et c'était vraiment une superbe scène. Et je trouve que... Alors, c'est marrant, parce que je trouve que ça, c'était une scène extrêmement forte de l'année dernière, que j'ai trouvé une des meilleures scènes de l'année. Pourtant, le film n'a pas plus marqué que ça. Autant, là, Marty Suprême, j'ai pas de scène où je me dirais « Ah, putain, cette scène-là, elle est trop bien, genre. » Ah ouais? Enfin, il y a plein de scènes que je trouve cool, mais où je me dirais, genre... Enfin, après, là, on est au tout début de l'année, mais même si je compare à les films que j'ai vus l'année dernière, je me dirais pas « Ah, attends, cette scène-là, c'est une des meilleures scènes de l'année dernière, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Y a pas t'as pas vraiment une scène qui se démarque. Et pourtant, je préfère le film, comme quoi. Ouais, comme quoi. Et pour toi, Timothée Chalamet, Oscar ou pas? Bon, après, est-ce qu'il mériterait de l'avoir? Pourquoi pas, en vrai. Qui est-ce qu'il y a en face? Bon, DiCaprio l'a déjà eu, donc... en fait, j'ai pas vu assez de films, je pense, qui sont aux Oscars, là. Je crois qu'il y a Michael B. Jordan aussi. Ouais, non, pour le coup... pour le coup, alors, autant Michael B. Jordan joue très bien dans Sinners. J'ai pas... c'est un bon acteur, de toute façon. Oui, on en a déjà parlé dans le podcast précédent. J'ai pas adoré le film, mais autant, je trouve que Michael B. Jordan joue hyper bien dedans. Après, le seul truc qui est vrai... Parce qu'après, il fait du Michael B. Jordan, je trouve. Le seul truc qui est un peu impressionnant, c'est la dissociation entre ces deux personnages. Oui. Mais après,
quand même deux personnages qui se ressemblent beaucoup, tu vois. Ouais, après, il y a certaines mimiques et tout. Enfin, genre, c'est un. Oui, c'est vrai. Je suis dur. Alors, je trouve que c'est un bon rôle à être nommé. Je trouve qu'il mérite largement d'être nommé. Limite, il pouvait être nommé dans meilleur acteur et dans meilleur acteur dans un second. Ouais, c'est ça. Il aurait dû. Mais du coup, moi, j'irais un peu plus sur DiCaprio et Chalamet quand même. Sachant que, bon, DiCaprio. Il l'a déjà eu, est-ce qu'il le mérite pour ce film-là en particulier? Est-ce que ça aiderait la carrière de DiCaprio qu'il est je pense pas. Donc, dans les nommés, on a du coup Timothée Chalamet pour Marty Suprême, DiCaprio dans Une bataille après l'autre, Michael B. Jordan dans Sinners, Ethan Hawke dans Blue Moon, pas vu, et Wagner Moura dans L'Agent secret, que je n'ai pas vu non plus. Qui joue 3 rôles dans le film apparemment. Donc ça, c'est des trucs qu'ils aiment bien en général. Donc on verra bien. Mais en vrai, j'ai l'impression que les étoiles sont quand même alignées pour qu'il l'ait, tu vois. Moi, je vois déjà la photo avec l'Oscar qu'ils vont récupérer encore pour faire de la promo avec le Dream Big et tout, quoi, tu vois. Ah, il y a moyen. On verra, mais... Putain, mais oui, quand j'y repense, la promo, elle a été loin, parce que cette putain de veste, je l'ai vue sur tout le monde. Hein. Ouais, non, mais oui, putain. Mais parce que d'habitude, quand il y a des trucs un peu promo comme ça, tu vois surtout d'autres acteurs ou d'autres choses comme ça. Là, mec, j'ai vu des footballeurs qui en ont porté, mais qui avaient rien à voir avec Timothée Chalamet. Je suis supporter d'Arsenal, j'ai vu Declan Rice porter une veste Marty Suprême, mais ça n'a rien à voir, tu vois. Ah, bah il y a fait Wemby aussi. Ouais, Wemby, ouais. Mais encore, tu vois, c'est un mec assez hype et tout, tu vois, donc je peux comprendre, tu vois. Mais que des footballeurs de première ligue se mettent à porter ça, tu vois. Non, c'était vraiment assez important. Puis il y a qu'à voir la queue qu'il y avait dans les Champs-Élysées là, pour le pop-up store, là, je sais pas si t'avais vu, c'était monstrueux. Et ça se revend sur Vinted pour des milliers d'euros. Pas mal. Ouais, bon, elle est cool, hein, la veste, mais bon, quand même, faut pas abuser. Ouais, après, je sais pas si je sortirais avec une veste Marty Suprême. Enfin, elle est stylée, mais bon. Le pire, c'est d'aller voir le film avec ça, je trouve, tu vois. Ouais. Le pire, c'est que t'imagines, t'achètes ça sans avoir eu le film. Tu vas voir le film et après, t'as pas aimé, tu vois. Mais alors, c'est marrant parce que j'ai vu une story de Mehdi Mauzi. Et qui ça? Mehdi Mauzi, je sais pas comment on Mehdi Maizi, ouais. Mehdi Maizi, ouais. Et son podcast, c'est le Mousecast, c'est peut-être. Ouais, j'ai fait une dissociation. Et en fait, ça ressemble à Marty Mauser un peu. C'est ça. Et il est allé avec 2 de ses potes au ciné voir Marty Suprême, et un de ses potes avait justement la veste. Ouais. Et en fait, le mec n'a pas aimé le film. C'est assez marrant. Et j'avoue, c'est marrant. Surtout qu'elle est pas discrète, quoi, la veste, quoi. T'as vraiment une grosse étoile avec écrit Marty Suprême dessus. Putain, tu vois, je me disais peut-être, on va enfin avoir un film sur lequel on n'est pas d'accord. Ah non, bah là, ouais. Et non. De toute façon, globalement, on a des goûts assez similaires, donc je sais pas si un jour on aura vraiment un truc où on n'est pas d'accord. Il n'y a même pas une demi-étoile d'écart, quoi. Non, mais vraiment. T'as mis combien à Anaconda? Anaconda, j'ai mis 2, je crois. Ah putain, j'ai mis 2 aussi. Ouais, bon, en vrai, en vrai, je pourrais baisser, je pense. Ouais, mais bon. J'ai tendance à mettre trop souvent quand je sors du film. Ouais, moi aussi. Et je baisse plus souvent que... Enfin, c'est hyper rare que je remonte la note. Je crois que j'ai jamais remonté une note. Hein. Moi, je l'ai fait de temps en temps. L'année dernière, je l'ai fait une fois pour Parthénopée, où j'avais mis 3,5, j'ai mis 4. Ok. Quelques mois après. Mais sinon, en général, je baisse beaucoup plus que je remonte. Enfin, bon. Eh bien, tant qu'on était sur les Oscars, parlons des Césars qui ont eu lieu cette semaine. Tu vois, si on avait enregistré le podcast la semaine dernière, on n'aurait pas pu en parler. Bah, on aurait pu... parler de la projection des... Ouais. Mais après, j'aurais pas grand-chose à dire parce qu'il y a beaucoup de films que j'ai pas vus, très honnêtement. Ah, moi, j'ai regardé la cérémonie, du coup, et vous serez tous déçus d'entendre que Bastien Bouillon, malgré sa nomination, n'a pas eu le César du meilleur acteur. Malgré ta propagande. Ouais, malgré ma propagande pour Partir un jour. Heureusement, c'est Laurent Lafitte qui l'a eu, donc ça va, on s'en sort bien. Ouais, tout à fait. Voilà, non, mais sinon, alors, bon, je pensais peut-être en parler en recommandation, mais je vais les placer là, puisqu'on parle des Césars. Vas-y. Moi, juste avant, le week-end avant les Césars, donc le week-end dernier, j'ai rattrapé les courts-métrages documentaires et de fiction qui étaient nommés pour les Césars. Et il y en a 2, un dans documentaire, un dans fiction, qui m'ont beaucoup plu. Okay. Et en fait, c'est les 2 qui ont gagné. Donc, autant en profiter pour en parler. Mais qui a eu du flair. Et oui. Et donc le court-métrage documentaire qui est le meilleur des 2, je trouve, et qui est donc le meilleur court-métrage que j'ai vu des Césars cette année, il s'appelle Aubin des Dames. Et je vous le conseille, il est dispo. Les 2 sont dispo sur France TV gratuitement, donc profitez-en. Et donc Aubin des Dames, ça parle de retraités qui sont à Marseille, sur la mer, sur la plage, tranquille. Et voilà, c'est juste ça parle juste de ça en fait.
Et je vous conseille, enfin ça parle pas juste de ça, c'est un peu beaucoup plus deep que ça, mais c'est très solaire, et bah voilà, je vous en dis pas plus, mais je crois que ça dure 25-30 minutes max, donc si vous avez envie d'y faire un tour. Et l'autre court-métrage, c'est More Than Actor, avec Philippe Rebaud et Finnegan Oldfield. Et en fait, Philippe Rebaud, il se réveille un matin et il apprend que tout le monde pense qu'il est mort. Et vu que son agente, elle se dit qu'il y a un énorme coup de com' à faire là-dessus, bah, elle veut pas démentir le fait qu'il soit mort. Ouais. Et du coup, lui, il essaie de trouver une stratégie, on va dire, pour que les gens passent à autre chose, quoi. Okay. Et c'est ça le film. Et pareil, ça dure peut-être 20 minutes. Et c'est hyper drôle. Franchement, c'est un peu absurde, mais c'est du délire. Moi, j'ai adoré. Je me suis bidonné devant ça. Et en plus, il y a Finnegan Oldfield que j'adore. Donc voilà, après la propagande de Bastien Bouillon, la propagande de Finnegan Oldfield est en marche. Donc voilà. Je vous conseille ces 2 films qui ont remporté les Césars du coup, et bah moi j'étais très content de voir. Donc c'était meilleur court-métrage documentaire et meilleur court-métrage de fiction, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Et voilà, bon après Vima Laponce a eu le César de la meilleure actrice dans un second rôle. C'était un très beau discours, j'ai adoré. Et bon voilà, après le reste du classique. Du classique. C'était une bonne cérémonie, moi j'ai bien aimé. Bah t'as regardé le début de la cérémonie toi du coup ? Oui, j'ai vu une bonne partie même. J'ai pas vu la fin tout simplement. Ouais, bah moi j'ai adoré. Je trouve Benjamin Laverne, il était hyper bon. Ouais, carrément. Hyper stimulant. Autant Zadie l'année dernière c'était vraiment pas terrible, je trouvais. Autant là, ouais, ça marchait bien quoi. Ah ouais, là il s'est vraiment donné. Ah c'était super. C'était hyper sympa déjà. Bah, enfin je sais pas toi, mais moi je suis fan de Jim Carrey. Oui, bien sûr. Moi qui n'ai pas fan de Jim Carrey. Dumb and Dumber, c'est un de mes 2 films préférés all time, donc. Ça en dit long. Ça en dit long. T'as vu les théories comme quoi c'était pas vraiment lui qui était. Oui, ça me fait péter les plombs. En vrai, parlons de ça aussi, genre. Mais vous savez que ça à faire de votre vie, genre. T'imagines le mec, il est là, il veut plus faire d'apparition parce que c'est tout de la starification, Hollywood et tout, ça lui casse les couilles. Ouais, il veut juste faire ses Sonic. C'est ça. Là, il se dit, allez, je vais. On me propose ça en France, je vais passer ma petite tête. En plus, ça se voyait, il était trop ému, genre. Ouais, carrément. Et je vais passer ma petite tête sur une soirée, tu vois, je vais repartir tranquille. Et le mec, pendant une semaine, il se prend des lynchages comme ça, genre c'est une dinguerie. Ouais, non, c'est fou. Non, mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas assez de problèmes dans la vie, du coup. Non, mais c'est un truc de dingue, genre. Après, je peux comprendre qu'aujourd'hui, avec les IA et tout, on se demande, mais là, le mec était au César quand même. C'est pas, ça, genre, vous avez pas vu un TikTok qui le voit dans le métro, tu vois, et tu te dis, est-ce que c'est vraiment Jim Carrey ? Là, ok, je peux comprendre, tu vois. Là, il était au César, enfin, je veux dire. Arrêtez. Oui, puis j'ai envie de dire, c'est normal qu'il ait pas la même tête. Enfin, il a vieilli, il a fait peut-être des injections, j'en sais rien, tu vois. Évidemment, oui, qui ressemble pas à la même chose, tu vois. C'est normal. Ça s'appelle vieillir. Ouais, je te jure. Ouais, ça fait péter les plombs, en vrai. Ouais, non, c'est fatigant, quoi. Bah ouais. Mais bon, en gros, voilà pour les Césars. En tout cas, c'était une bonne cérémonie, ça fait longtemps. Parce que moi, j'ai vu, j'ai trouvé ça cool. Moi, je regarde là, ça fait 3 ans que je la regarde de suite. Pas que je sois particulièrement fan, mais je regarde avec une amie, c'est un peu notre routine. Et enfin, notre routine, pas du tout, parce que c'est une fois par an. Tradition, quoi. Notre tradition, exactement. Mais bah là, franchement, c'était vraiment la meilleure cérémonie des 3. Donc voilà, en plus, il y a tout le temps des gros plans sur Antoine Decaune. Et il est trop beau, donc voilà, il faut regarder la cérémonie pour ça. Enfin, faites un best-of, non ? Je vois pas d'édit sur Instagram. C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'édits d'Antoine Decaune. On peut le mentionner, ouais. Donc, voilà. Tu parlais de Laurent de Lafitte tout à l'heure. Ouais. Bonne transition pour dire que du coup, le mois prochain, nous parlerons du film Alter Ego, qui met en scène Laurent Lafitte, dans 2 rôles différents. Laurent et Lafitte. Donc voilà, film. On parlera d'un film français pour la première fois dans ce podcast. Ouais. Ça sort du coup mercredi. Donc si vous écoutez le podcast le jour de sa sortie, c'est sorti mercredi dernier. Ouais, c'est ça. Ça sort le 4 mars. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez le voir déjà et avoir notre avis par la suite, évidemment. Sachant que l'épisode, on en parlera, sortira du coup dans un mois, quoi, à peu près, début avril. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est à peu près tout. Ah tiens, niveau actu, rien à voir. Hier, j'ai vu une vidéo de McFly et Carlito, dans laquelle eux et toute leur équipe faisaient leur top 3 séries all-time. Et ça m'intriguait. Toi, tu mettrais quoi ? C'est quoi tes 3 séries préférées ? Pas forcément d'ordre hiérarchique, mais si tu devais en choisir 3, ce serait quoi ? Waouh, alors série, tu prends les animés en compte ou pas ? Je prends les animés en compte. Ah putain, c'est dur. Ou si c'est trop dur pour toi de faire la distinction, tu fais sans animé, hein, c'est comme tu veux. Ah, sans animé, je pense que c'est peut-être un peu plus simple. Vas-y. Mais même avec animé, je pense que je mettrais que Naruto. Donc je vais dire
en tout avec animé, et je vais dire, alors pas forcément dans l'ordre. Ouais, bien sûr. Sons of Anarchy. Ok. Les frères Scott. Ok. Et Naruto. C'est très parlant sur toi, je trouve. Ça en dit long. Ça en dit long. Et sinon, j'aurais quand même mis la... En fait, je voulais mettre... Quand tu m'as demandé ça, j'ai pensé à True Detective, mais vu que c'est que la saison 1, que je trouve un chef-d'œuvre absolu, j'aurais mis ça, mais bon, ça me dérange pas de mettre Naruto à la place, donc... Ok. Voilà. Non, ça s'entend. Et toi ? C'est une bonne question. Je me suis posé la question hier devant la vidéo, du coup. Et bon, en vrai, j'ai pas vu beaucoup de séries. Enfin, j'en ai vu beaucoup quand j'étais ado. Maintenant, j'en regarde beaucoup moins parce que ça demande trop de temps, c'est trop long, tu vois. Enfin, en ce moment, avec ma copine, on est en train de voir et revoir Game of Thrones, sachant que moi, j'avais pas vu vraiment en entier. Enfin, j'avais vu un peu de façon sporadique au cours des saisons, des fois pas dans l'ordre, etc. Enfin, c'était un peu chaotique la façon dont je l'ai vu. Du coup, là, on est en train de tout revoir. On est saison 5 et c'est trop bien en vrai, tu vois. Genre, je pense que là, vu que je suis en plein dedans en plus, je pense qu'actuellement, ce serait dans mon top 3, tu vois. Et après, les deux autres, je pense que ce serait des comédies. Ce serait Ted Lasso. Ok, ouais. Que j'ai découvert l'année dernière aussi, que j'ai trouvé, j'ai pas vu. J'ai trouvé ça formidable, j'ai trouvé ça incroyable. Et Malcolm. Ah ouais. Parce que je pense que c'est vraiment la série que j'ai le plus vue dans ma vie et que je regarde encore souvent régulièrement et ça vieillit pas. Si, ça vieillit un peu des fois, mais c'est tellement du génie, je trouve, en termes d'écriture, de mise en scène même des fois. Enfin, c'est impressionnant, je trouve, le niveau auquel ils ont réussi à mettre la sitcom avec cette série-là, tu vois. Et voilà, je pense que ce serait ces trois-là globalement. Mais après, il y a beaucoup de séries que j'ai vues, que j'ai bien aimées, même dont je me souviens plus, tu vois. Typiquement Dark sur Netflix, je me rappelle que j'avais adoré. Mais j'ai plus aucun souvenir, quoi, tu vois. Du coup, je sais pas si je revoyais maintenant, je sais pas si j'aimerais autant. Breaking Bad, j'ai trouvé ça formidable aussi, tu vois, mais pareil, faudrait que je revoie, faudrait que je joue à Better Call Saul aussi pour vraiment avoir le Breaking Bad verse en entier. Mais ouais, voilà. Pluribus aussi, j'ai beaucoup aimé cette année, mais vu que la série est pas finie, j'ai un peu de mal à la considérer comme un truc à mettre dans un classement comme ça. Bon, après, j'ai mis Game of Thrones alors que j'ai pas fini, mais bon, on s'en fout. Voilà, je pense que ce serait ces séries-là, quoi, globalement. Non, mais ouais, mais c'est vrai que c'est assez dur, parce que mais il y en a tellement aussi. Oui, t'as tellement de genres différents. Moi, je pense que c'est les séries qui vont le plus. Enfin, en tout cas, Naruto et les Frères Scott, c'est les deux séries qui vont le plus marquer, je pense, c'est sûr. Ok. Les Frères Scott, je me retape de temps en temps des saisons. Alors, je me refais pas l'intégrale des Frères Scott, parce que c'est beaucoup trop long. C'est combien de saisons ? C'est 10, non ? Ouais, plus même, je crois 12, non ? Ah, peut-être. Attends, bon, faut vérifier. Naruto, bon voilà, parce que j'ai regardé petit et puis ça m'a marqué petit, tu vois. Je pense que si je découvrais Naruto aujourd'hui, oui, je vois ce que tu me dirais pas voilà, claque, tu vois. Ouais. mais je trouve que ça. D'ailleurs, j'ai vu une sombre étude, mais je pense que c'est alors je sais pas, source, on va le couper au montage, mais j'ai vu un truc en mode. Les gens qui ont grandi avec Naruto ont genre 5% de chance de moins d'avoir la dépression ou un truc du genre. Ok. Source, t'inquiète. Source, t'inquiète. Mais c'est marrant. Enfin, je trouve que ça a un peu marqué, je pense, une génération aussi. Et Sons of Anarchy, j'ai découvert un peu plus tard. Et oui, c'est pas le même genre pour le coup. Dinguerie, quoi. Ah ouais ? Ah ouais, purée. On va peut-être enchaîner du coup sur le thème du mois. Oui. Qui était du coup en adéquation avec le film du jour, qui était donc le thème raquette. Parce que le mec, il joue au ping-pong dans Marty Suprême. Et puis il se fait fesser les fesses par une raquette. Il se fait fesser les fesses par une raquette, c'est vrai. Les raquettes sont un sujet quand même important du film. Ouais. On avait bien pré-shot, hein. On avait bien pré-shot, c'est vrai. Tu vois, on aurait pu prendre balle de ping-pong, ça aurait pas marché, parce qu'il n'y en a pas tant dans le film, alors que raquette. Vas-y, je t'en prie, commence. Qu'est-ce que tu nous as ramené de beau ? Allez, moi je vais Alors moi j'ai longuement réfléchi parce que tout de suite je me suis dit je vais parler d'un truc de tennis. Je fais du tennis, je suis passionné de tennis quand même. C'est vrai qu'on peut le dire. Ouais. Donc je me voyais pas partir. Je trouve qu'il y avait des gags un peu à faire avec ce thème, mais je pouvais pas me le permettre. C'était l'occasion rêvée. Et du coup, je me suis dit c'est quoi mon film de tennis préféré, tout simplement. Et je suis parti sur un documentaire qui s'appelle The French. Et qui est sorti en 1982. C'est réalisé par William Klein. Et en fait, c'est un documentaire qui retrace l'édition de Roland Garros 1981, du coup. Ok. Et où il y a une superbe affiche. Du coup, c'est l'affiche du Roland Garros de 81. Alors, en fait, t'as un dessin de Björn Borg de dos, donc avec ses cheveux blonds, son bandeau, avec la terre battue derrière, genre un truc magnifique.
Et en fait, j'avais vu ce documentaire il y a peut-être 8-9 ans. Mais je m'étais pris une claque de ouf, franchement, parce que je trouve que c'est une vraie leçon même de comment faire un documentaire. En fait, le principe du docu, c'est que jour par jour, t'as des images de ce qui se passe le jour même à Roland-Garros, en fait. Okay. Et en fait, t'as pas du tout de commentaires par-dessus, t'as pas du tout de voix off. En fait, tu comprends ça juste parce que en fait, il y a un carton avec écrit 1, puis tu vois des trucs, puis un carton écrit 2, puis tu vois d'autres trucs, puis au bout du carton 3, tu te rends compte, ah bah en fait, c'est le nombre de jours, tu vois. Enfin, en fait, c'est que des trucs où ça demande quand même beaucoup de réflexion, et c'est un docu qui est hyper riche. Et enfin voilà, je le trouve magnifique. Et on retrouve plein de... Après, il faut s'intéresser quand même au tennis parce que justement, ça demande un effort quand même de concentration et un engagement un peu dans le documentaire. C'est pas un truc qui est hyper simple à regarder et que tout le monde va apprécier. Je pense que si t'en as rien à secouer du tennis, pour le coup, ça va pas t'intéresser. Si t'en as quelque chose à faire du sport en général, ça va t'intéresser. Si t'es passionné de tennis, ça va t'intéresser, etc. Mais si t'as pas d'appétence ni pour le sport, ni pour les raquettes, ni pour, je sais pas, Yannick Noah, par exemple, parce qu'il y a Yannick Noah dans le docu. Mais, enfin voilà, c'est pas un truc qui est dédié à tout le monde, je pense. Mais enfin, même si tu t'intéresses au montage dans le documentaire, ça peut être hyper intéressant. D'ailleurs, il y a une scène que je trouve qui arrive en plein milieu du docu, qui est magnifique et qui, je trouve, présente bien la puissance du montage de William Klein dans ce documentaire. En fait, il discute avec Yannick Noah, qui est dans les vestiaires, et Yannick Noah lui parle d'un point qu'il a fait contre Björn Borg à l'US Open, peut-être l'année d'avant, l'année d'avant. Okay. Et donc, il discute de ce point, et il lui dit, avec tout son côté très joueur, parce que Noah, c'était quelqu'un qui adorait le jeu vraiment joué, quoi. Qui adorait le tennis, mais qui prenait beaucoup de plaisir sur le terrain. Et donc il parle d'un point, il dit moi je suis sorti de ce point, j'étais comme un dingue, je me suis dit c'est un des plus beaux points de ma vie, etc. Et je lève la tête, je regarde Borg, je lui souris et je vois que le mec il est impassible. Pour lui c'est un point comme tant d'autres, tu vois, parce que c'était déjà une immense star, tu vois, à l'époque Björn Borg. Et du coup t'as ce point de vue de Yannick Noah qui est raconté. Et en fait, William Klein, il fait des parallèles avec une discussion qu'il a avec Björn Borg sur le côté d'un cours, et où Björn Borg, en fait, il lui parle aussi de ce point. Et en fait, Borg, il dit mais pour moi aussi, ce point, il était hyper important, mais en fait, quand je vis ce point-là, moi, je passe à autre chose. Enfin, il faut que j'avance, parce qu'ils sont pas du tout la même mentalité de comment ils voient le sport. Enfin, tu vois. C'est un peu moins romantique, quoi, peut-être. Ouais, c'est ça. C'était l'iceberg, tu vois. Björn Borg, c'était vraiment la glace, tu vois, qui a été comparé avec justement McEnroe, qui était le feu. Tu vois, c'était vraiment le feu et la glace. Lui, c'était très carré, etc. Et du coup, c'est hyper beau. Et je trouve que ça tease un peu une affiche aussi à Roland, parce que Noah, il était un peu destiné à faire un parcours à Roland, qu'il a fait d'ailleurs en 83 en remportant Roland-Garros. Ouais, je me demandais si c'était cette année-là ou si c'était 83. Non, c'est 2 ans après, du coup. Okay. Mais du coup, ça tease un peu cette rivalité que tu ne verras jamais, en fait. Et c'est assez beau aussi de s'imaginer ça, tu vois, juste de se dire... c'est 2 immenses joueurs. Après, il y en a un qui est bien plus immense que l'autre, hein, mais Noah, c'était quand même un grand joueur à l'époque. Tout présentait qu'ils allaient se rencontrer à un moment dans leur carrière à Roland, quoi. Ouais. Et c'est jamais arrivé. Et voilà. T'as un petit truc de nostalgie, enfin, j'en sais rien, pas de nostalgie, parce que c'est pas un truc qu'on a pu vivre. C'est un truc qui a pas existé, de toute façon. Mais donc, voilà. Et du coup, en fait, dans le docu, t'es vraiment en immersion complète dans Roland-Garros. Ce qui est bien, c'est que William Klein, il se balade à la fois sur les cours directement, dans les vestiaires des joueurs et des joueuses. Il va en régie aussi. Il est avec la direction du tournoi, avec Châtrier, machin, enfin. Et enfin voilà, t'es vraiment en immersion dans le truc.
Et c'est hyper marrant en fait, il y a plein de petits détails qui sont très drôles et qui te remettent dans le contexte de l'époque et tu te dis, mais comment on faisait pour faire ça? Déjà, quand les gens y rentrent, tu sais, les vigiles, ils sont comme ça, ils les tiennent à bout de bras, parce que les gens, ils sont en furie avec leurs tickets, ils veulent passer vite, du coup, ça fait un entonnoir, mais pas possible, la sécurité n'arrive pas à gérer. En plus, c'est vraiment le début de l'iconisation du tennis, quelques années avant, mais c'est encore en train d'exploser à ce moment-là, parce que Björn Borg, c'est la première vraie icône du tennis, comme on peut l'entendre dans Icon. C'est vraiment une star, quoi. Le mec se déplace, c'est une rockstar, en fait. L'image du tennis, c'était lui, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, il y a aucun autre joueur avant qui dégageait une aura de rockstar quand il se déplaçait dans la rue, tu vois. Ah, bien sûr. Et du coup, tout le sport a vachement pris en popularité aussi à ce moment-là grâce à ça. Et donc, t'as ça, t'as aussi l'effervescence des gens, du coup, qui rentrent sur le terrain. Tu vois, à la fin des matchs, tout le monde court sur le terrain, ils vont faire des hugs, faire des câlins, ils se jettent sur les gens comme ça, sur les joueurs. Et c'est des scènes, mais que tu te dis, mais ça, c'est lunaire. Surtout que je crois que ça doit être genre 20 ans plus tard, je sais pas si c'est en 91 ou en 93. T'as une joueuse, Monica Seles, qui s'est fait poignarder justement comme ça après un match, tu vois. Ça lui a plombé sa carrière, parce qu'après, elle a pas eu trop de séquelles physiques, je crois, mais mentalement, en fait, elle pouvait plus remonter sur un court, tu vois. Ouais. Et en fait, tu revois des images comme ça, et je trouve que quand t'as un peu une culture du tennis et du sport en général, ça t'évoque plein de choses, et tu comprends aussi l'effervescence des gens, comment ils ont pu vivre ça. Je sais que moi, mon père, tu vois, il regardait un peu le tennis quand il était jeune. Tu vois, Roland Garros, il m'en a déjà parlé, tu vois, de l'époque, tu vois. Mais en fait, t'as beau regarder... maintenant, t'as pas vraiment de... tu peux pas vraiment te rendre compte de ce qui se passait là-bas, tu vois, si t'es pas allé. Et même encore aujourd'hui, tu vois, si t'es pas allé à Roland, tu sais pas vraiment comment c'est. Si t'es pas allé à l'US Open, tu sais pas vraiment comment c'est. Et du coup, d'avoir cette trace figée dans le temps dans ce documentaire, c'est super. Je parle beaucoup peut-être, mais... Non, c'est très bien. Non, tu l'as très bien vendu, ça donne très envie de le voir pour le coup. Ouais. Et t'as plein de petits détails un peu à la con que, en tant que bandeur de tennis, c'est marrant, tu vois. T'as un match entre McEnroe et Lendl, et McEnroe, il pète un plomb à cause de la pluie, etc. Et ça tisse vachement... parce que là, c'est vraiment le McEnroe qui commence à être un peu sulfureux et à commencer à péter des câbles. Ouais. Et en 81, c'est là qu'il fait sa classique You cannot be serious, où il gueule sur l'arbitre. Okay. Et il va remporter justement Wimbledon 81 contre Björn Borg, un des matchs de fou de l'histoire du tennis. Et t'as aussi un des super extraits de match entre Yannick Noah et Guillermo Vilas, qui était un des meilleurs joueurs de terre battue, que Yannick Noah réussit enfin à battre, etc. Okay. Et tu vois, en fait, t'as le ressenti aussi des gens qui sont autour, des autres joueurs, qui sont là, ah mais dingue, ce qu'il a fait. En fait, tu vois d'un autre prisme plein de choses, plein d'aspects du tennis. Okay. Et voilà. Et puis rien que visuellement, t'as des trucs un peu marrants où tu vois que là, t'as toutes les raquettes en, je sais pas si c'est du graphite ou... en tout cas, toutes les nouvelles raquettes qui sont en train d'arriver, et t'as quelques joueurs, dont Björn Borg, qui continuent à être avec la raquette en bois, tu vois. Alors que... Comme dans Marty Suprême, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça fait des années qu'il y a des gens qui ont commencé à utiliser des raquettes en graphite. Lui, il est encore avec sa raquette en bois, et en fait, il humilie tout le monde avec sa raquette en bois. Comme quoi, Marty, il aurait très bien pu gagner. Et du coup, c'est un peu marrant... voilà, et c'est que c'est plein de petits détails, parce qu'en fait rien de tout ça n'est mis en avant dans le docu, en fait. C'est vraiment que une suite d'images, et voilà. Et en fait, ce qui est fou, c'est que t'as l'impression qu'il est partout, William Klein. En fait, c'est tellement bien monté que il va prendre un spectateur qui a une réaction, tu vois, et puis il va la mettre sur une image d'un autre match, j'imagine, tu vois. Okay. Et en fait, ça fonctionne hyper bien. C'est trop beau. Voilà. Bon, j'adore ce docu. Bah ouais, ça se ressent. On pourrait en parler des heures. Je vois ça. Ça donne très envie de le voir, en tout cas. Et voilà. Après, t'as quelques trucs quand même. T'as un regard, alors pas du tout le regard de la caméra ou de William Klein, mais t'as des regards très louches de... pas forcément de joueurs, mais surtout des coachs, ou tu sais pas trop qui sont ces gens, sur les jeunes joueuses qui sont sur le tournoi, tu vois. Okay. T'as des regards hyper insistants, trop bizarres,
Enfin, des trucs où tu te dis, ça m'avait pas l'air du tout sain, tu vois, comme environnement. Ouais. Mais voilà, après, c'est aussi à prendre en compte avec le contexte de l'époque où j'imagine il y a des joueuses qui ont dû. Enfin, il a dû se passer des dingueries. Ouais, bien sûr. Et du coup, voilà, enfin, c'est un truc. C'est un peu un objet de dingue, je trouve. Et en fait, le fait qu'il y ait aucun commentaire, rien, je trouve que c'est un peu un truc hors du temps où j'ai l'impression qu'il sera toujours parfaitement d'actualité. Ouais, toujours d'actualité, ouais. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Mais... Eh ben non, vraiment, ça donne très envie pour le coup. Et d'ailleurs, en fait, il est... parce que moi, je l'avais vu à l'époque, je sais plus où, et je crois que c'était sur Mubi ou un truc du genre. Et là, je sais qu'il est... Parce que je l'ai revu, du coup, et il est dispo actuellement sur YouTube. Alors, il est en qualité un peu pas ouf, tu vois, mais c'est aussi possible de le louer ou de l'acheter sur Arte ou je sais pas où, tu vois, peut-être à 4€. Mais en tout cas, c'est possible de le regarder gratuitement sur YouTube. Il n'y a pas les sous-titres, mais si vous comprenez un peu l'anglais, ça parle aussi français. Ok, comment t'as dit que ça s'appelait ? The French. The French, ok. Comme le français, mais en version anglais, quoi. C'est pour French Open, j'imagine ? Ouais, c'est ça. Et bah, très cool. Non, ça donne très envie. En vrai, j'y jetterai un œil. C'est long ou c'est... Ouais, ça dure 2 heures, je pense. Ah, quand même. Ah, pour un docu, c'est 2 pareil. heures, 2h10. Ok. Bah, je jetterai un œil avec grand plaisir. Bon, ça m'étonne pas, hein, tu parles de tennis, évidemment. Ouais, C'était l'occasion pour toi, qui est féru de ce sport. Que j'aime bien aussi, mais je suis un peu moins dedans quand même. Pour ma part, je suis resté assez classique aussi. Pas de gag, pour le coup. Je voulais parler aussi d'un documentaire. Et beaucoup plus classique pour le coup dans la forme, c'est le documentaire Netflix sur Mardy Fish qui s'appelle Jeu 7 et crise d'angoisse, je crois en français, qui est donc un documentaire qui raconte une étape de la carrière de Mardy Fish, du coup qui était, arrête-moi si je me trompe, hein, mais qui était considéré pendant longtemps comme un grand espoir du tennis américain. Il a été numéro 1 américain. Tout à fait, ouais, c'est ça. Époque, comment il s'appelle ? Au moment d'Andy Roddick. Ouais, c'est ça, d'Andy Roddick, ouais, tout à fait. Et qui, à un moment de sa carrière qui aurait pu marquer peut-être le sommet de son art, en fait, il a complètement fléchi à cause de sa santé mentale, il est rentré en dépression, crise d'angoisse, etc. Et, je sais plus si... Question d'une dépression, exactement. Je sais plus si cliniquement c'était ça, mais en tout cas... Oui, en tout cas, oui. Il a raté un rendez-vous très important, en tout cas, qui aurait pu vraiment marquer une grosse étape dans sa carrière, à cause d'une crise d'angoisse. Et du coup, le documentaire aborde ça, et c'est une mise en lumière que je trouve essentielle sur la santé mentale des artistes, des sportifs, je voulais dire, mais des artistes aussi. Hein, mais des personnalités publiques. Ouais, c'est ça, des personnalités publiques, mais en particulier des sportifs, parce que les sportifs, c'est vraiment ce truc de performance physique, de carrière qui a forcément une date péremptoire, parce que ton physique peut pas te suivre toute ta vie, tu vois. Et j'ai trouvé ça assez vraiment cool de mettre ça en avant. Le docu est, en termes de forme, c'est très classique. Il y a rien de, c'est pas expérimental. C'est vraiment du Netflix classique. Mais c'est très bien fait, très efficace. Et je vous recommande de le voir, ne serait-ce que pour en apprendre plus sur ce mec qui maintenant est plus trop abordé dans la sphère tennis. Ah oui, ouais, clairement. Et qui a des choses très intéressantes à raconter, quoi, en tout cas. Et c'est aussi un prétexte pour parler globalement de cette série documentaire de Netflix qui s'appelle L'envers du sport. Je crois que c'est Untold en VO. Et non pas Dracula Untold. Rien à voir. Untold, et du coup qui est une série, ouais, c'est ça, c'est un ensemble de documentaires sur le sport et sur des scandales, des affaires en lien avec le monde du sport. Il y a eu des épisodes sur tout type de sport, de ligue, etc. En tant que féru de balle orange que je suis, j'ai vu tous les épisodes qui concernent le basket et la NBA, ils sont tous très bien. T'as notamment un épisode sur un arbitre qui a longtemps acheté un peu des matchs, des choses comme ça, qui pariait, etc. Et ça a influencé ses décisions, ce qui est sûrement un des plus gros scandales de l'histoire de la NBA. T'as tout un épisode sur Malice at the Palace, qui est un moment en NBA où il y a eu une énorme bagarre entre joueurs et supporters début 2000, et ça aussi c'était un grand scandale, et c'est très bien parce qu'à chaque fois t'as vraiment beaucoup de gens qui sont interrogés, qui sont concernés par les faits, etc. Dans des mises en scène assez simples, efficaces, c'est très bien branlé niveau forme. Donc voilà, là j'ai parlé que de basket, mais il y a aussi il y a des docus aussi sur le foot US, sur la boxe féminine même.
Donc voilà, ça brasse pas mal de sujets. Je crois pas qu'il est sur le foot, enfin sur le soccer, à mon grand désarroi. Mais en tout cas, il y a des choses très intéressantes à voir, même si vous connaissez pas les sports en question. Ouais. Moi, j'ai regardé celui sur j'en ai vu un sur le football américain sans rien connaître au football américain, et je trouvais ça très cool quand même. On vous explique ce que vous avez besoin de savoir, tout simplement. Donc voilà, très accessible. Si vous voulez en apprendre plus sur le sport et sur des affaires, sur des scandales liés au monde du sport, n'hésitez pas à regarder Untold sur Netflix. Vous connaissez déjà sûrement, hein, c'est pas. Je pense que je ne fais découvrir ça à pas grand monde. Mais voilà, c'est très cool et ça me faisait plaisir de parler de ce docu sur la santé mentale, qui est un sujet qu'on met de plus en plus en avant, mais qui reste quand même assez tabou, notamment dans la sphère sportive. Ouais, après je trouve que effectivement, surtout dans le tennis féminin, tu vois, ça parle beaucoup plus maintenant de santé mentale et c'est vachement mis en avant et c'est hyper riche et franchement, tu sens qu'à certaines joueuses ça fait beaucoup de bien de pouvoir en parler. Ouais. Tennis masculin aussi un peu, t'as Rublev qui en a un peu parlé. En fait, le truc c'est que t'as aussi une pression médiatique qui est complètement lunaire. Enfin là, tu vois, Mardy Fish aux États-Unis, en fait, vu qu'ils ont eu l'avènement de grands sportifs avec l'enchaînement McEnroe, enfin t'avais Connors, McEnroe, ensuite t'as eu Sampras, Agassi qui ont complètement dominé leur sport. Ouais. En fait, les autres, ils étaient hyper attendus, quoi. Les Andy Roddick, Mardy Fish, etc. Même John Isner quand il est arrivé. En fait, les mecs ils étaient tellement attendus et t'as un tel engouement. Et en fait, aux États-Unis, c'est très dur, quoi. Enfin, c'est soit t'es numéro 1 et t'as intérêt de charbonner pour nous faire briller, soit t'es une sombre merde. Tu vois. Ouais, si t'es numéro 2, parce que Andy Roddick, lui, pareil, il a été dans l'ombre de Federer, mais comme pas possible. Enfin, ouais, bien sûr. Et il s'est fait lyncher. Et pour lui, c'était hyper dur aussi. Et je crois que ça a fait du bien à Andy Roddick d'avoir Mardy Fish à côté, qui a pris un peu de lumière pendant un certain temps, que lui a pu profiter d'être un peu second et qu'on lui lâche un peu la grappe pour ensuite avoir la carrière qu'il a eue et rester un joueur dans l'histoire. Andy Roddick. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que Mardy Fish, du coup, lui, il s'est pris une tollée de dingue. Ouais, et moi, un des joueurs que j'adorais, Jack Sock, il a carrément quitté le tennis parce que je pense aussi qu'il en pouvait plus. Il a jamais parlé de ça, mais en fait, à chaque fois qu'il arrivait au sommet, qu'il était numéro 1 américain et tu vois, il a gagné le Rolex Paris Master. Ensuite, il était allé, je crois que c'était en 2017 ou 2017, je crois. Okay. Il avait fait les ATP Finals, donc le tournoi des 8 meilleurs joueurs de l'année. Ouais. Et en fait, quand il est arrivé là, il était partout dans la presse américaine, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, l'année d'après, il est redescendu, je sais plus quelle place. Et 2-3 ans après, il a annoncé sa fin de carrière. Et maintenant, il est genre dans le top 5 des meilleurs joueurs de pickleball. Ah ouais. Ouais. Ah putain. Et du coup, il a quitté le tennis parce que c'était trop dur, tu vois. Enfin, en fait, les Américains, ils sont Ouais, c'est des malades. Ah, c'était ouf. Franchement, ils te défoncent, quoi. En France, il y a beaucoup ce truc où ça parle de surcharge médiatique. Là, il y a un tout jeune Moïse Kouamé qui a fait un tournoi, alors c'était à Ronchin ou à Lille, je sais plus, il y a peut-être 2 semaines. Et tout le monde a commencé un peu à... Enfin, tout le monde, c'est 1000 personnes. Enfin, tu sais, en France, il y a peut-être 8-9 000 personnes qui sont au courant que Moïse Kouamé existe, tu vois. Ouais. Genre, il y a quelques articles qui sont sortis sur lui et ça y est que les gens étaient en mode « Ah non, mais il faut le préserver, vous vous rendez pas compte, vous allez lui gâcher sa carrière, etc. » Franchement, c'est élogieux un peu ce qu'ils disent, tu vois, il n'y a pas non plus une pression. Enfin, il y a une pression en France sur les athlètes, je dis pas, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu compares à ce qu'ils vivent les mecs aux États-Unis... Mais en tout cas, c'est bien. Et tu vois, il y a aussi Lando Norris, je crois, qui parlait de santé mentale l'année dernière avant de devenir champion du monde, tu vois. Enfin, je trouve que c'est un truc qui arrive de plus en plus où les gens sont en mode, oui, voilà, tout est pas rose, on peut aussi tout à fait. lâcher le truc et je pense que ça fait du bien au sport que les gens puissent un peu déballer tout ça. Tout à fait, ouais. Surtout que je pense que le tennis est de plus en plus ouvert là-dessus, pour le coup, tu vois. De plus en plus open d'Australie. Mais c'est un peu plus dur, je pense, dans d'autres sports. Typiquement le foot, tu vois, vu que c'est un milieu très viriliste, très faut avoir des grosses couilles, machin et tout, tu vois. De montrer que tu peux avoir des failles mentales, c'est con, mais ça peut te niquer une carrière parce que ça peut dissuader des clubs de s'intéresser à toi et tout. Ça. Et t'as tellement de joueurs qui cachent leurs problèmes et qui finissent par s'en mordre les doigts plus tard. Il y a des carrières terribles comme ça, comme je sais pas si tu connais Bojan Krkić. C'était un jeune du Barça fin des années 2000. C'était genre déjà le nouveau Messi à l'époque, alors que Messi était aussi jeune que lui presque. Tu vois, c'était un peu la nouvelle pépite de la Masia, quoi, tu vois, le centre de formation de Barcelone.
Et en fait, il était pas prêt du tout pour ça, tu vois. Genre, il avait le talent, mais il avait pas du tout le mental pour réussir tout ça. Il a sombré dans la dépression en enchaînant après des prêts infructueux, des trucs comme ça. Enfin, et c'est terrible parce que tu vois, les mecs sont pétris de talent, mais ils sont pas bien entourés. Ils ont pas des fois, ils ont eu des traumatismes d'enfance aussi, tu vois, qui les ont empêchés qui les empêchent aujourd'hui de devenir les joueurs et même les hommes enfin, les personnes qui devraient être, quoi, tu vois. Et ouais, du coup, je trouve ça très bien qu'on en parle de plus en plus et que des joueurs même se montrent comme porte-parole de ça, quoi. Mais oui, effectivement, c'est peut-être un peu plus simple dans les sports individuels. Enfin, plus simple. Après, t'as toute la responsabilité, toute la charge. Tout est sur tes épaules, quoi, pour le coup. C'est des pressions qui sont complètement différentes. Mais effectivement, si toi, tu penses que pour ton bien... Enfin, si tu penses que ça va te faire du bien d'en parler et que t'en parles, ça va pas avoir de... Enfin, si ça te fait du bien à toi, ça va te faire du bien dans ta carrière, tu vois. Alors qu'effectivement, dans les sports co, si t'en parles et que ça te fait du bien à toi, ça va pas forcément faire du bien à ta carrière, vu que, bah voilà, si les gens veulent plus te prendre, bah voilà, tu l'as dans l'os, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Donc complètement. C'est un peu différent. Sur ces belles paroles, on va finir comme enfin non, pas finir, parce qu'après il y a les recos encore, mais on va enchaîner sur un jeu, comme à notre habitude. Et du coup, on va se faire un petit Roland Gamos d'acteur. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Roland Gamos, je crois que ça vient de Rap Jeu, l'émission l'émission qui était présentée par Mehdi Maizi sur la chaîne Red Bull de mémoire. Et du coup, en quoi ça consiste ? Rap Jeu, enfin dans Rap Jeu, le Roland Gamos, c'était on partait d'un rappeur et chaque équipe devait citer une équipe devait citer un rappeur qui avait fait un featuring avec ce premier rappeur et ainsi de suite d'équipe à équipe, et l'équipe qui avait plus d'idées perdait le jeu, tout simplement. Je sais pas si c'est clair, mais je pense que vous avez compris. Du coup, nous, on va faire ça avec des acteurs, en se fixant, enfin des acteurs et des actrices, hein, évidemment, en se fixant quelques règles quand même. Du coup, l'idée, c'est qu'on va partir d'un acteur ou d'une actrice dans un film, et l'autre devra citer un acteur avec lequel ce premier acteur ou cette première actrice a joué dans un autre film, en citant le film à chaque fois. Ouais. On n'a pas le droit de citer 2 fois le même acteur ou la même actrice, pas le droit de citer 2 fois le même film. On s'autorise les volets différents de trilogie et tout pour l'instant, et peut-être qu'on resserre par la suite. On verra comment ça. Et on s'autorise les titres qui sont un peu. Enfin voilà, si tu dis. Oui, on va pas être. Avengers 2 au lieu de l'ère d'Ultron, c'est bon, on accepte. Enfin, je veux dire, on n'est pas rigide à ce point. Oui, non, ça va. On est pur, mais pas à ce point-là non plus. Après, je voulais qu'on se fixe une autre règle aussi, enfin qu'on se mette d'accord là-dessus. Je propose qu'on se fixe à la VO. Je m'explique. Admettons que tu en viennes à citer Nicolas Cage. Ouais. Chose qui a 100% de chance d'arriver dans le quart d'heure qui arrive. On est bien d'accord que je n'ai pas le droit de dire Mathieu Kassovitz dans Across the Spider-Verse. Oui, parce qu'ils n'ont pas vraiment joué ensemble, tu vois ce que je veux dire ? Oui, ok, ouais. J'aurais pu dire Hailey Steinfeld dans Across the Spider-Verse, n'importe qui d'autre, tu vois. Mais pour l'animation, en tout cas, restons à la VO. Je pense que c'est le plus simple. Tu avais suggéré l'idée qu'on commence avec un film de raquette, avec Matchpoint. Ouais, Matchpoint ou un autre, enfin n'importe, un film où... J'en connais pas beaucoup, des films de tennis. Bah, il y a Bob McEnroe avec Shia LaBeouf. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Ça part de Shia LaBeouf. Non, je sais pas si c'est... ça peut nous bloquer. Si actuellement... non, mais on peut partir de Scarlett Johansson dans Matchpoint, moi ça me va. C'est ce qu'on avait dit en début d'émission. Allez, bah vas-y, comme c'est moi qui ai proposé l'idée, je te laisse commencer alors. Ok. Vas-y, je vais citer le même exemple que j'ai cité avant qu'on enregistre. Je vais citer Mark Ruffalo dans Avengers. Et ben moi, je vais te dire Jeremy Renner dans Avengers 2. Ça peut être très long. C'est une mauvaise idée. Ok. Bon, je pourrais évidemment citer le film Marvel, mais j'essaie de sortir un peu de ce spectre. Qu'est-ce qu'on pourrait citer avec Jeremy Renner ? Putain, j'ai aucune autre idée de film dans lequel je jouais ce mec. Et voilà, fin du jeu. Non, bah écoute, on reste, on n'a pas dit, mais on reste film, on va pas sur les séries. Ouais, plutôt, ouais. Ok. On fera série une prochaine fois à la limite. Bon, j'aurais beaucoup moins c'est pas dur. j'aurais beaucoup moins de connaissances en série. Bon, déjà là, je bloque à Jeremy Renner, donc. Putain, merde, en quoi il a joué ? Après, tu peux prendre un. C'est bon. Je vais dire Daniel Craig dans le dernier à couteau tiré. Ok, ouais, pas bête. Et ben moi, je vais te dire dans Logan Lucky, Channing Tatum. Ok.
Channing Tatum. Donc, ouais, j'ai pas vu beaucoup de films avec Channing Tatum. Tu l'aimes bien, Channing Tatum? Ah, j'adore. Ah ouais? Ah ouais, j'adore. À ce point-là? Ah ouais. Ah putain. Je vais dire Jonah Hill dans 21 Jump Street. Pas mal. Je vais te dire Ice Cube dans 22 Jump Street. Je vais dire... on va rester large. Je vais dire Jack Black dans Anaconda 2025. Pas mal. Kate Winslet dans... Ah non, je suis parti là-dessus en plus. Faut que je sorte le nom du film maintenant. Mince, je suis un ouf. The Holiday. C'est ça, voilà, purée. Donc Kate Winslet. Je vais rester dans l'actu, du coup je vais dire Jim Carrey dans Eternal Sunshine. Je vais te dire Jeff Daniels dans Dumb and Dumber. J'ai pas la film de Jeff Daniels en tête. Je crois que c'est une fin de première manche. Dur. J'ai rien du tout, putain, merde. T'en avais toi avec Jeff Daniels là? Oui. T'en avais pas? Non, là d'instinct, je sais pas pourquoi, mais en voulant penser à Jeff Daniels, j'ai plein de films avec Jeff Bridges qui me viennent en tête. Pareil, j'ai plein de Jeff Bridges. J'ai connu Jeff Bridges dans ma tête. Putain, merde. Attends, je voulais vérifier. Bon, ça comptera pas, mais je vais vérifier ce qu'il joue là-dedans ou pas, je sais plus. Ouais, je suis allé te chercher. Ah, t'es venu sur mon terrain. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Après, il a fait plein de trucs, je pense, mais... Ah ouais, pas tant. J'aurais pu sortir Speed, les 100 dalmatiens. Ah oui, les 100 dalmatiens, oui, Ouais. effectivement. Ça, j'aurais pu y penser. Bien joué, écoute. Seul sur Mars, il a joué dans Seul sur Mars, je me rappelais pas du tout. Ouais, moi non plus. Honnêtement, je me souviens de lui que dans les 100 dalmatiens. Et Bien joué, écoute, bien joué. Après, t'aurais pu dire Dumb and Dumber 2, mais... Moi, c'est le seul que j'avais en tête. Ouais, non, mais on avait déjà cité Jim Carrey. Moi, j'ai pas d'autre acteur que Jim Carrey. Mais même moi, j'aurais pas trouvé un acteur. Ouais, non, mais même moi, j'aurais pas pensé à un acteur de Dumb and Dumber 2. Donc, effectivement. Allez. Bon, vas-y, on était sur... On peut s'en remettre un, hein. Ouais, bien sûr. Oui, j'étais parti pour ça. On prend un autre film de tennis, genre. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux comme film de tennis? Ou de ping-pong, ou de... Oui, il y a Challengers, quoi. Mais... Vas-y, partons de Challengers. Challengers. Vas-y, Zendaya, si tu veux. Zendaya dans Challengers. C'est parti. Alors, Austin Butler dans Dune 2. Ok. Je vais dire Austin Butler dans Elvis, du coup. J'ai plus le nom du Aronofsky. Ah, mais tu peux pas redire Austin Butler. Ah oui, non, putain. Waouh. Je croyais... Il est fou. Le gros baiser, putain. Oh, le con. Le mec a rien compris. Je vais dire Tom Hanks dans Elvis, pardon. J'étais parti sur sortir un autre film de Austin Butler. Je vais te dire Wilson dans... Le mec veut abattre. Le ballon. Non. Je vais te dire, allez, DiCaprio dans Attrape-moi si tu peux. Hein. Oui, que des gens ont comparé à Marty Suprême d'ailleurs un peu, j'ai vu. Ah ouais? C'est la comparaison, ouais. C'est carrément mieux Catch Me If You Can. Ils sont dingues, ces mecs. Je préfère aussi. Après, c'est très différent, quoi, pour le coup. Mais c'est un classique. Ah, puis classique, dans la frénésie et dans le côté du personnage qui en a rien à foutre et qui marche sur tout le monde, oui, je capte. C'est juste que là, c'est Spielberg, donc il lui a donné une raison d'être un connard. Ouais, c'est ça. Ils ont divorcé, il est triste. Donc, DiCaprio, ok. Tu sais quoi? Je vais dire Guillaume Canet dans La Plage. Oh, pas mal. Laurent Lafitte dans Les Petits Mouchoirs. Ok. Bastien Bouillon dans Le Comte de Monte Cristo. Je vais te dire Juliette Armanet dans Partir un jour. Ça m'emmerde. Parce qu'elle a fait d'autres films. Le court-métrage ne fonctionne pas, j'imagine. Ah, on s'est pas dit long ou court. J'ai pas les autres acteurs du court-métrage. Ouais. Donc... c'est encore une défaite. Hein. Putain, merde. Elle a pas fait d'autres trucs. Elle a pas fait du doublage ou des trucs comme ça. Ouais, non, ça compte pas de toute façon le doublage. Juliette Armanet. La cérémonie des JO, ça marche pas. Non, j'ai rien d'autre, j'avoue. Elle a fait d'autres films? Moi, à ma connaissance, elle a dû en faire, mais je sais pas. En fait, le truc, c'est qu'elle a jamais fait de film en premier rôle, donc après, il faut penser à un film où elle a fait. C'est ça, ouais. Oui, je suis quasiment sûr de l'avoir dans des bandes annonces ou des trucs comme ça. Mais faut retrouver quoi. Oui, ouais. Dans Rosalie, purée, je me souviens. Putain, elle a joué dans Micmac attire l'arigot. Ah ouais. De Jean-Pierre Jeunet. Ah ouais, purée. Franchement, je me souviens pas d'elle dans ses films, en fait. Hein. Ouais, non, moi j'aurais pas pu... J'étais vraiment bloqué de chez bloqué, là. Alors, on finit 2 fois sur des 5 étoiles. Hein. Que des chefs-d'œuvre à chaque fois. Vas-y, on s'en fait une dernière, quand même. Allez. La route. Allez. J'espère que je mange un 3-0, comme ça on est bon. Un autre film de tennis...
Ouais, je sais pas, moi j'ai que Board McEnroe avec Shia LaBeouf, hein, si ça t'inspire quelque chose. Oui, Enfin, oui, il y a de quoi faire. Shia LaBeouf, d'accord. Bah écoute, je vais dire Harrison Ford dans Indiana Jones 4, le royaume du crâne de cristal. Ok. Je vais te dire Ryan Gosling dans Blade Runner 2049. Ok. Non, bon, rester classique. Je dirais Emma Stone dans La La Land. Ok. Le podcast n'est pas assez long encore, donc ouais. je fais en sorte que ça dure encore plus longtemps. Ben, je vais dire Julianne Moore dans Crazy Stupid Love. Ok. Eh bien, je vais dire Joseph Gordon-Levitt dans Dungeon. Oui, bon, allez. Hein. Zoé Deschanel dans 500 jours ensemble. Bien joué. J'aurais pu dire Nicolas Cage, mais je le garde encore un peu. Évidemment, j'ai pas la film de Zoé Deschanel en tête. Putain, merde. Ah, c'est terrible. Ah, moi, j'ai un autre film avec elle là, en tête. Mais... j'ai une série, mais j'ai pas de film. Il y a la série New Girls, mais... Est-ce que là, on peut reciter des acteurs qu'on a cités oui, je pense, dans les games d'avant, ouais. Bon, du coup, il y en a... Parce que tu trouves que là, on est trop bon. Il y en a un qui est avec un acteur qu'on a déjà cité. Ouais. Ah ouais? Enfin, je crois, si je me trompe pas d'actrice. Non, moi, j'ai pas. Hein. Je pourrais chercher à midi à 14h. Bah ouais, je crois. Yes Man, non? Ah putain, ouais. Oui. Jim Carrey, c'est vrai. Ouais. Bien joué. Allez, une dernière. Il a gros. Elle était courte, celle-là. Il faut trouver un autre film de tennis ou de raquette. Ça commence à être compliqué, là. Ah, après, il y a ça, c'est vrai. 7 Days in Hell, avec Andy Samberg et... comment il s'appelle Kit Harington. Vas-y, faisons ça. Bah, choisis un des deux, vas-y. Bah, vas-y, partons sur Andy Samberg. Et du coup, je vais dire... Bon, il joue un petit rôle dedans, Andy Samberg, mais je vais dire Oscar Isaac dans Across the Spider-Verse. Ok. Ouais, allez, Jacob Elordi dans Frankenstein. Bon, je vais dire Margot Robbie dans Les Hordes de Hurlevent, c'est ça? Ouais. Léo de Hurlevent. Léo de Hurlevent, pardon. Eh ben, je vais te dire Jonah Hill dans Le Loup de Wall Street. Ok. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Je vais dire Seth Rogen dans Super Grave. Merde, Jonah Hill, pourtant il y en a plein. Le truc, c'est que je pense qu'à des films qu'on a déjà cités et je me dis, ce serait bien de parler d'autres choses, quoi. Pareil un peu. Non, bah je vais te dire... Surtout c'est Seth Rogen, hein, c'est pas Jonah Hill. Hein. Ah, mais c'est moi qui dis Jonah Hill. Ah, mais je suis sur ça depuis tout à l'heure, je suis un ouf. Bah vas-y, ça revient au même, mais... Non, bah je vais te dire John C. Reilly dans Step Brothers, Frangin malgré eux, en VF. Ok. Ah oui, j'étais sur Jonah Hill, je suis trop con. Bah, je vais dire Chris Pratt dans Les Gardiens de la Galaxie. Ok. Donc Chris Pratt, là, je me trompe pas. Chris Pratt, tout à fait. Tu vois, c'est confusant. Ouais. Angelina Jolie dans Wanted. Ok. Un chef-d'œuvre. Pas du tout. Pourquoi pas? Ouais, 2-3 trucs intéressants. Angelina Jolie, c'est pas mal ça, putain. Parce que les seuls que j'ai en tête, c'est le rôle titre et j'ai pas les rôles qui sont à côté, quoi. Dans quoi Angelina Jolie a joué? C'est elle qui joue dans Mr. and Mrs. Smith? Ouais. Bah, Brad Pitt, du coup. Ouais. Bon, vas-y, restons large. Tom Cruise dans Entretien avec un vampire. Ok. Bon, Nicole Kidman dans Eyes Wide Shut. On a déjà dit Seth Rogen à cette game-là. Margot Robbie, on l'a dit à cette game-là aussi. Qui ça? Margot Robbie, on l'a dit je sais plus si à cette partie-là. Ouais, je crois que c'était cette partie-là. De toute façon, il y a d'autres trucs avec Nicole Kidman, non? Je pense. Ça va être un enfer à monter, cette partie. Ouais, bah ouais. Non, mais attends, là, je pense à une actrice, mais j'arrive plus à trouver son nom. Merde. Dans Scandale. Purée. Ah, mais si, je crois. Bah, alors, je vais peut-être dire une dinguerie, mais il y a Charlize Theron, non? C'est Charlize Theron dans Scandale. Vas-y, je dis Charlize Theron, on vérifie. Je suis pas sûr à 100%, mais dans Scandale, je crois que c'est elle, hein. Oui. Oui, tout à fait, ouais. Oui, ok. Charlize Theron. Ok, donc Charlize Theron. Ok, bah je vais dire Benedict Cumberbatch dans Doctor Strange 2. Ok. Alors là, j'arrive à penser qu'à un autre film qui n'est pas dans la MCU avec lui, mais j'ai aucun autre acteur dans Imitation Game, donc je vais rester dans la MCU, je pense. On pourrait faire ce jeu spécial MCU. Non mais vraiment, il y en a tellement.
Chris Evans dans Avengers Endgame. Ok. Eh bien, je vais dire Michael Cera dans Scott Pilgrim. Ah, enfin Michael Cera. D'ailleurs, Michael Cera, maintenant, il joue que Michael Cera. Je sais pas si t'as remarqué. Oui, c'est vrai, ouais. Il fait plus aucun autre rôle que jouer Michael Cera. Donc, le dernier Michael Cera que j'ai vu, c'était Running Man de Edgar Wright avec Glenn Powell. Ok. Glenn Powell. Je vais dire Sydney Sweeney dans Anyone But You. Ok. Je crois que c'est le seul film que j'ai vu avec elle, non ? C'est possible ? Moi, j'en ai pas vu. J'en ai vu d'autres avec elle, mais pas forcément avec des gros acteurs. Purée, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre que ça, Euphoria, elle ? Moi, j'ai en tête un film particulièrement pourri dans lequel elle a joué, que j'ai pas vu, mais il paraît que c'est vraiment pourri. Avec une grosse actrice à côté d'elle. Oh merde. Enfin, grosse actrice, moi aussi. Putain, je vais perdre sur Sydney Sweeney. La honte. Ouais, après... Moi, ça me fait chier de gagner sur Sydney Sweeney. Je préfère te le dire. Merde. Ah, si. Là, elle a fait le truc, là. Le bouquin, là. La femme de ménage. Oui. Merde, c'est qui l'actrice ? C'est pas Amanda Seyfried, je confonds toujours avec elle. Amanda Seyfried. Ah, c'est elle ? Mm. Ouais, je confonds toujours deux actrices. Et l'autre, je sais plus c'est qui du coup. Amanda Seyfried. C'est un revers gagnant pour un joueur français. J'ai rien du tout avec Amanda Seyfried. J'ai rien du tout. Elle a pas fait un... C'est pas elle qui est dans une... C'est pas une trilogie, mais dans une saga culte. Amanda Seyfried, c'est possible. Hein, c'est pas elle ? C'est peut-être pas elle, hein. Je suis pas sûr. Non, j'ai rien là, j'avoue. Regardez, mais... Moi, je pensais à Mamma Mia, mais c'est pas elle. Tu vois, je confonds. Si c'est pas elle, je confonds à chaque fois ces deux actrices. Si, elle a fait Mamma Mia, ouais. Et ben en fait, c'est qu'une actrice. Ah oui, Lolita malgré moi, putain. Ouais, j'avais rien du tout. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un gros trou sur Amanda Seyfried. J'ai eu du mal avec Sydney aussi, Sweeney. C'était Dakota Johnson que j'avais avec Sydney Sweeney aussi. Ah, ok. Dans quoi ? Dans Madame Web. Oh purée, ouais, ok. Le chef-d'œuvre. Bon, écoute. Ouais. Ah, Dakota Johnson, j'aurais pu rebondir aussi. Bon, c'est un 4-0. Ouais, les gars, invaincu. C'est beau. C'est un jeu qui reviendra, hein, évidemment, à l'avenir, je pense. Je pense que régulièrement, on s'en fera un comme ça. Peut-être avec des règles qui varient aussi en termes de... C'est peut-être faire acteur, réal, acteur, comme on disait avant l'enregistrement. Pour conclure, petite recommandation habituelle. Allez, vas-y, je te laisse. Déjà, je tiens à m'excuser parce que la chaîne YouTube que j'ai recommandée à l'épisode précédent n'existe plus. Voilà, on me l'a fait remarquer peut-être quelques jours après la sortie de l'épisode. En effet, elle n'existe plus, je ne sais pas pourquoi. C'est terrible. Donc n'hésite pas à nous conseiller quelque chose qui dure un minimum dans le temps. Je vais conseiller un livre. Au moins jusqu'au prochain podcast. Je vais conseiller un livre parce que pour le coup, ça reste. À moins qu'il y ait un autodafé de ce livre qui soit prévu d'ici la sortie du podcast, mais ça m'étonnerait. Non, c'est un livre qui s'appelle Une brève histoire du cinéma, tout simplement. Okay. Qui est un livre coécrit. Alors attends, faut que je retrouve le nom des auteurs. Alors il y a Laurent Julier, c'est sûr. De Laurent Julier et de Martin Barnier. Voilà. Donc c'est un livre qui, comme son nom l'indique, retrace dans les grandes lignes l'histoire du cinéma depuis 1895, même avant, en vrai. Donc voilà, c'est assez intéressant, c'est très accessible, c'est surtout ça qui est cool. Laurent Julier, c'est un auteur qui a écrit pas mal de livres sur le cinéma, sur plusieurs aspects, que ce soit sur l'analyse de séquences, sur l'histoire, etc. Et c'est un auteur qui est très accessible, que moi j'ai beaucoup lu, notamment quand on est rentré en licence de cinéma, justement, ça fait partie des auteurs que je lisais beaucoup avant d'entrer en licence. Avec Gilles Deleuze. Avec Gilles Deleuze, non. Parce que c'est très accessible ce qu'il écrit, ça peut être compris par tous sans aucun problème, il utilise des références très modernes, etc. Donc c'est un super livre, assez dense, ça se lit vraiment pas d'une traite comme ça, c'est vraiment un truc où tu vas piocher des infos de temps en temps. Surtout que le livre est pas épais, donc c'est vraiment écrit en tout petit dedans, et c'est bourré d'annexes, de choses comme ça. Et c'est un livre un peu particulier parce qu'en fait il ressort tous les 5 ans avec des actualisations, quoi, tout simplement. Et donc là c'est la nouvelle version qui est sortie en janvier 2026, que j'ai chopé en bibliothèque. Et c'est vraiment très cool à lire, et c'est vraiment pour les gens qui veulent des lectures un peu cool sur le ciné, sans que ce soit trop réverbatif, enfin que ce soit trop compliqué à lire. Franchement, lisez ça, c'est très cool. Voilà, une brève histoire du cinéma de Laurent Julier et Martin Barnier. Voilà. Okay. En format poche, petit livre. Pas mal. Ouais, bonne question. Moi, je vais recommander un show.
puisque ça change un peu, qui s'appelle Catch is Drag. Je suis allé voir ça il y a 2 semaines avec mon ami Gabriel, et on a vraiment kiffé. En gros, c'est un show qui mélange du catch et des drag queens, et drag king aussi. Et c'est hyper marrant, franchement, de voir ces 2 univers qui ont l'air complètement dissociés se mélanger comme ça. C'est vraiment sympa à voir. Voilà, il y a des gros noms du catch français qui participent à ce show. Et voilà, c'est fait par Drag Attack Wrestling. Ils ont un compte Instagram si vous voulez aller voir. Et ça doit être tous les 2-3 mois, il y a des shows Catch is Drag, tous les 3 mois, je pense. Okay. Le prochain, c'est en avril, je crois qu'ils ont annoncé. Donc voilà, c'est hyper cool. Et ouais, il y a des gros catcheurs et grosses catcheuses francophones. Là, il y avait Kuro, il y avait Griff, Cory Zero, voilà, okay. Nate Price. Donc voilà, il y a de quoi faire, c'est hyper sympa. Et c'est un show qui mélange des shows de drag et du catch, et des drags qui font du catch aussi. Il y a les 3 en une soirée. Et voilà, c'est hyper cool, c'est assez marrant, c'est sympa, ça vaut le détour. Et voilà, si vous êtes familier d'un des 2 univers, c'est assez sympa de prendre cette porte pour aller découvrir l'autre. Si vous aimez bien les shows de drague, ça permet de découvrir le catch, et voir ça en vrai, c'est toujours plus intéressant que de voir ça à la télé. Enfin, c'est hyper impressionnant, ouais. À voir. Même le catch français, c'est une des scènes internationales qui bouge le plus. Donc on peut être fier du catch qu'on a en France. Donc ça vaut le coup de découvrir par ce biais le catch. Et si vous aimez le catch et que vous n'êtes pas du tout familier avec le monde du drag, et franchement c'est hyper... moi c'était plutôt mon cas. Et c'est hyper stimulant de découvrir ça de cette manière. Parce que en fait c'est assez inattendu comme procédé, et voilà, c'est très chouette, mais voilà. Ok, sympa. Et top. Ça change. Ouais, voilà. Ça change carrément. Un bouquin et un show, voilà, des trucs dont on n'avait pas encore parlé. C'est vrai qu'on avait parlé ni l'un ni l'autre, ouais. Oh là là. Eh bien c'est là-dessus qu'on va conclure donc ce 3e épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui, merci. Pour rappel, le mois prochain, du coup, on parlera du film Alter Ego. Yep. Et notre thème, ce sera Alter Ego. Et voilà. Oui, on se refait une avatar. Comme on dit. Voilà. Donc, on viendra tous les 2 avec une ou plusieurs œuvres qui nous font penser au thème Alter Ego, tout simplement. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de Marty Suprême. Ça nous intéresse beaucoup. N'hésitez pas à aller voir Alter Ego. On rappelle qu'on a un compte Instagram qui s'appelle du coup Néo Béotien, avec un S tout collé, 100 points entre les 2. Voilà, on a vérifié cette fois-ci. Donc dispo sur le compte Insta. Il y a des vidéos aussi maintenant un peu sur le compte Insta, qui n'ont pas grand intérêt si vous avez écouté le podcast, parce qu'il n'y a rien de plus, mais voilà. Vous pouvez voir nos petites têtes. Vous pouvez voir nos têtes, voilà, exactement. Et si vous voulez enfin c'est pas si vous voulez, vous devez nous dire ce que vous avez pensé de Marty Suprême. Vous pouvez nous envoyer un message privé sur Instagram, ou répondre directement sous un post Instagram. On fera un plaisir de vous répondre. Tout à fait. Et sur un commentaire YouTube aussi, si vous voulez. Commentaire YouTube ou commentaire Spotify. C'est vrai que Deezer et Apple Podcast, on peut pas mettre de... Sur Apple, tu peux mettre un avis sur le podcast en général, mais pas sur l'épisode. Quoi. C'est ça. Donc, si vous voulez... Enfin, c'est vrai que pour nous, c'est peut-être plus simple d'avoir sur Instagram ou YouTube. Ouais, en commentaire. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire sous la publication. Ouais, ça permet de... Même que d'autres gens voient votre avis. Oui, c'est ça, ouais. Engendrer des discussions, toujours. Je pense qu'on est bon. On est bon. Enfin, moi, tout est bon. Eh super. Bon, du coup, on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. À la prochaine. Salut. Ciao.